Des jumeaux démunis tendent une boîte à un PDG milliardaire et disent « Nous avons trouvé ça dans la chambre de notre mère et il y a votre photo ». Il est abasourdi et se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison demeurait silencieuse, de ce silence qui n'existe qu'après le départ définitif d'un être cher. Léa et Ben, de petits jumeaux aux cheveux sombres et aux yeux curieux, entrèrent dans la chambre qui avait appartenu à leur mère. La porte grinça légèrement, comme pour protester contre cette intrusion. « Tu crois que grand-mère va se fâcher si elle nous surprend ici ?» murmura Ben, serrant fort la main de sa sœur. Léa secoua la tête. « Elle dort. Et puis, maman ne nous en voudrait pas. » La chambre était restée presque intacte depuis le décès de Sarah, 3 mois plus tôt. Madame Gress, la grand-mère des enfants, n'avait pas eu le cœur de changer quoi que ce soit. La douce odeur de parfum flottait encore dans l'air, les livres sur l'étagère, l'horloge arrêtée, comme si le temps s'était figé à l'intérieur de cette pièce. « Pourquoi sommes-nous revenus ici ?» demanda Ben, regardant autour de lui avec un mélange de tristesse et de curiosité. « Parce qu'elle me manque, répondit simplement Léa, et parce que je voulais te montrer ce que j'ai trouvé. » Du sac de l'uniforme scolaire de leur mère, Léa sortit une petite clé dorée. « Où as-tu eu ça ?» Les yeux de Ben s'écarquillèrent. Elle était au fond du tiroir de la cuisine, grand-mère ne va jamais là. Les yeux de Léa brillaient de détermination. « Et je crois savoir où elle va. » La fillette se dirigea vers l'armoire et désigna une boîte en bois sur l'étagère la plus haute. Ben traîna une chaise et grimpa prudemment. Il descendit la boîte et redescendit de la chaise. C'était une belle pièce, avec des détails sculptés et une petite serrure. Les enfants s'assirent par terre, la boîte entre eux, tel un trésor nouvellement découvert. « Et c'est la clé » murmura Ben, comme si le moindre son pouvait briser la magie du moment. Léa inséra doucement la clé. Le déclic de la serrure retentit comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Tous deux retinrent leur souffle et ouvrirent le couvercle ensemble. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, quelques rubans, un mouchoir délicat. Au fond, une photographie. Léa la prit avec précaution. « Regarde, c'est maman !» s'exclama Ben. La photo montrait Sarah, jeune et souriante, à côté d'un homme grand qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Ce n'était pas leur père, d'après Madame Gress, il avait disparu avant même leur naissance. Cet homme avait l'air important, vêtu d'un costume bien coupé et affichant un sourire réservé, presque timide, aux côtés de leur mère. « Qui est-ce » demanda Ben, touchant le visage de l'inconnu du bout du doigt. Léa retourna la photo. Au dos, une dédicace manuscrite disait « Pour toujours dans les moments qui comptent. Avec amour, Jay. » Ben fronça les sourcils. « Qui est Jay ?» Le silence dans la pièce semblait différent maintenant. Ce n'était plus le silence de l'absence, mais celui de la découverte. Soudain, l'histoire qu'il connaissait, celle d'une mère célibataire élevant seuls 2 enfants jusqu'à ce qu'elle tombe malade, gagnait une ombre, un mystère. C'était peut-être quelqu'un à qui maman tenait, suggéra Léa, passant son doigt sur les mots écrits. Ou peut-être ? Ben ne termina pas sa phrase, mais Léa savait ce qu'il pensait. Ils partageaient tous deux cet espoir que seuls les enfants ayant grandi sans père nourrissent, qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui pourrait combler ce vide. Ils entendirent des pas dans le couloir et remirent rapidement tout dans la boîte, sauf la photo. Léa la cacha dans sa poche. Lorsque la porte s'ouvrit, Madame Gress apparut, vêtue de sa robe de chambre grise et les cheveux grisonnants attachés en chignon. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ? Il est l'heure de dormir, » dit-elle, incapable de cacher sa surprise de les trouver dans la chambre de sa fille. « Maman nous manque, » répondit honnêtement Ben. Le regard de Madame Gress s'adoucit. « Elle me manque aussi, mon chéri. Chaque jour. » Elle s'assit au bord du lit et ouvrit les bras. Les enfants s'approchèrent et reçurent sa chaude étreinte. « Grand-mère, » commença Léa avec hésitation, « est-ce que maman avait beaucoup d'amis ?» La question prit Madame Gress par surprise. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Juste curieuse, » mentit Léa, sentant le poids de la photo dans sa poche. « Ta mère était réservée, » répondit Madame Gress, pensive. Elle avait peu d'amis, mais ils étaient très loyaux. Ben ne put se contenir. Est-ce qu'elle connaissait quelqu'un dont le nom commençait par J ? Le visage de Madame Gress se durcit un instant, si rapidement que les enfants le remarquèrent à peine. « Je ne me souviens de personne d'important. Maintenant, au lit, vous avez école demain. » De retour en sécurité dans leur chambre partagée, sous la faible lumière de la lampe, les jumeaux examinèrent à nouveau la photo.
Grand-mère cache quelque chose, murmura Léa. Comment allons-nous découvrir qui il est? Demanda Ben. Léa réfléchit un instant. Monsieur Peterson. Le voisin? Oui, il travaille avec les ordinateurs. Peut-être qu'il peut nous aider à savoir qui est l'homme sur la photo. Le lendemain matin, sous prétexte de jouer dans la cour, les jumeaux s'éclipsèrent chez Monsieur Peterson. L'homme d'âge mûr, au sourire doux, les accueillit avec des biscuits et du jus. « Que puis-je faire pour vous deux aujourd'hui » demanda-t-il en ajustant ses lunettes. Léa sortit la photo de sa poche et expliqua leur mission. Monsieur Peterson examina attentivement l'image. « Voyons voir, je peux l'agrandir sur mon ordinateur et peut-être trouver quelque chose. » Après quelques minutes de frappe et de clic, Monsieur Peterson s'arrêta et regarda les enfants avec étonnement. « Est-ce que vous savez qui est cet homme ?» Ils secouèrent tous deux la tête négativement. « C'est Jack Whitmore, PDG de Whitmore Enterprises, l'une des plus grandes entreprises du pays. » Les enfants échangèrent des regards confus. Que ferait leur mère avec quelqu'un d'aussi important? « Vous êtes sûr ?» demanda Léa. Monsieur Peterson leur tourna l'écran. Il y avait le même homme, quelques années plus âgé, dans un article sur les 50 chefs d'entreprise les plus influents. « Merci, Monsieur Peterson », dirent-ils à l'unisson, courant rentrer chez eux. Madame Gress était sur le porche lorsqu'ils arrivèrent, essoufflés et excités. Avant qu'ils ne puissent filtrer leurs pensées, Ben laissa échapper « Grand-mère, qui est Jack Whitmore ?» Le jus que Madame Gress buvait faillit lui glisser des mains. « Où as-tu entendu ce nom ?» N'ayant pas le choix, Léa lui montra la photo. Madame Gress ferma les yeux un instant, comme si elle se remémorait quelque chose de douloureux. « Entrez, nous devons parler. » Dans le salon, Madame Gress examina longuement la photo. Finalement, elle parla d'une voix contrôlée. « Jack Whitmore était un ami spécial de votre mère. Avant votre naissance. »« Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui ?» demanda Léa. « Tout dans la vie des adultes n'a pas de sens, ma chérie. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. »« Est-il vivant ?» voulut savoir Ben. « Oui, bien vivant. Et très riche. Il dirige l'une des plus grandes entreprises de ce pays. Pouvons-nous le rencontrer ?» Les mots échappèrent de la bouche de Léa avant qu'elle ne puisse les retenir. Madame Gress hésita. Son premier instinct fut de refuser, de protéger les enfants d'un éventuel rejet. Mais quelque chose dans le regard déterminé de ses petits-enfants, si semblable à celui de Sarah, la fit changer d'avis. « Peut-être que c'est une bonne chose, » murmura-t-elle, plus pour elle-même. « Peut-être qu'il est temps que certains secrets soient révélés. » Elle prit une profonde inspiration et tint les mains des enfants. « Très bien. Je vous emmènerai voir Jack Whitmore. » Les yeux des jumeaux brillèrent d'un mélange de peur et d'espoir. La photo dans la boîte avait ouvert une porte sur un passé inconnu, et maintenant, ils étaient sur le point de la franchir. L'immeuble de Whitmore Enterprises se dressait contre le ciel clair du matin, une tour de verre et d'acier qui reflétait les nuages et le soleil, tel un géant veillant sur la ville. Madame Gress tenait fermement les mains de Léa et Ben alors qu'ils approchaient de l'entrée principale. « Souvenez-vous de ce que nous avons convenu, dit-elle doucement. Je vous laisse ici et j'observe de loin. Si quelque chose ne va pas, j'arrive tout de suite. » Léa serrait la petite boîte en bois contre sa poitrine. Depuis qu'ils avaient découvert la photo, elle dormait à peine. Quelque chose en elle lui disait que cette rencontre changerait tout. « Est-ce qu'il va nous parler ?» murmura Ben à Léa alors que Madame Gress les guidait à travers le trottoir animé. « Il le faut, » répondit sa sœur avec détermination. « Nous sommes venus de si loin. » Madame Gress les conduisit à un endroit stratégique près de l'entrée principale. Elle s'agenouilla devant ses petits-enfants, ajustant leurs vêtements avec des mains légèrement tremblantes. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-elle, le visage plissé d'inquiétude. « Nous pouvons encore rentrer à la maison. »« Nous sommes sûrs, grand-mère, » répondit Léa, sa détermination inébranlable. « Nous voulons le rencontrer, » ajouta Ben. « Nous avons besoin de savoir qui il est. » Madame Gress soupira profondément. Elle n'avait jamais voulu ce moment, mais elle savait qu'elle ne pouvait l'éviter éternellement. Peut-être que Sarah avait eu raison, les enfants avaient le droit de savoir. « Attendez ici, » ordonna-t-elle, désignant un espace près des portes tournantes. « Je regarderai depuis ce café de l'autre côté de la rue. Si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. » Les jumeaux hochèrent la tête, soudainement sérieux et responsables. Madame Gress leur embrassa le front et s'éloigna à contre-cœur, traversant la rue vers le petit café avec des tables en terrasse. Seuls maintenant, Ben et Léa se regardèrent.
Et maintenant? Demanda Ben. Maintenant, nous attendons, répondit Léa. Monsieur Peterson a dit qu'il part généralement vers 17 heures pour des réunions à l'extérieur. Ils se postèrent près de l'entrée, essayant d'avoir l'air d'attendre quelqu'un. Les heures passèrent lentement. De l'autre côté de la rue, Madame Gress veillait, feignant de lire un livre mais quittant rarement ses petits-enfants des yeux. Le soleil commençait déjà à décliner vers l'horizon lorsque l'activité dans le hall augmenta. Des groupes de cadres sortirent, certains montant dans des voitures qui attendaient, d'autres se dirigeant à pied vers des engagements de fin de journée. « Regarde !» Ben donna un coup de coude à sa sœur. « C'est lui !» Jack Whitmore sortit de l'immeuble, entouré de quelques assistants. Il ressemblait exactement à la photo, juste plus âgé, les tempes grisonnantes, des rides plus profondes sur son visage, mais la même prestance imposante. Il portait un costume bleu marine parfaitement coupé et tenait une mallette en cuir noir. Les jumeaux se figèrent un instant, la réalité du moment soudainement écrasante. De l'autre côté de la rue, Madame Gress se tenait tendue, prête à intervenir si nécessaire. « Allons-y », murmura Léa, retrouvant son courage. Elle prit la main de son frère et ils s'avancèrent. Les assistants de Jack les remarquèrent en premier, deux petits enfants s'approchant de leur patron avec des expressions déterminées. L'un d'eux bougea légèrement, comme pour les intercepter, mais il était trop tard. « Monsieur Whitmore !» appela Léa, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Jack s'arrêta, surpris, et se retourna. Son regard, initialement confus, se posa sur les enfants qui se tenaient maintenant devant lui. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il poliment, mais avec distance. Les assistants échangèrent des regards incertains, ne sachant comment procéder. Jack fit un geste subtil pour les congédier. À contre-cœur, ils reculèrent de quelques pas, tout en continuant à observer. Léa prit une profonde inspiration. Le discours qu'elle avait répété s'évanouit de son esprit. Au lieu de cela, elle tendit simplement la boîte en bois à deux mains. « Nous avons trouvé ça dans la chambre de notre mère, » dit-elle, les mots sortant précipitamment. « Et il y a votre photo. » Jack regarda la boîte en bois, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Son visage, d'ordinaire si maîtrisé et impénétrable, se transforma complètement. La simple vue de cette boîte, avant même de la toucher ou de l'ouvrir, déclencha une réaction que personne de son entourage n'avait jamais vue. Ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissant immédiatement l'objet. Ses mains se mirent à trembler, puis, sans crier gare, des larmes jaillirent de ses yeux. Une, deux, et bientôt elles coulaient librement sur son visage. « Cette boîte » murmura-t-il, sa voix méconnaissable. De ses mains tremblantes, il prit l'objet que Léa lui tendait. Ses doigts parcoururent le bois sculpté comme s'il touchait un trésor précieux, une relique sacrée longtemps perdue. « Sarah » murmura-t-il avant même d'ouvrir la boîte ou de voir la photo, le nom s'échappant de ses lèvres comme une prière. Ses assistants échangèrent des regards alarmés. Durant toutes leurs années de service auprès de Jack Whitmore, aucun ne l'avait jamais vu verser la moindre larme. Et maintenant, au milieu du trottoir, devant deux enfants inconnus, le puissant PDG pleurait ouvertement. « D'où venez-vous » demanda-t-il entre deux sanglots. « Qui est votre mère ?»« Sarah, » répondit Ben. « Sarah Williams. » Le nom, confirmant ses soupçons, frappa Jack comme un coup physique. Il chancela légèrement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. D'autres larmes suivirent, irrépressibles maintenant. Avec des doigts qu'il sentait à peine lui appartenir, il ouvrit enfin la boîte. Il y avait la photographie, lui et Sarah, jeunes et souriants, dans ce qui semblait être une autre vie. La dédicace qu'il avait lui-même écrite au dos était légèrement effacée. De l'autre côté de la rue, Madame Gress observait attentivement, son livre oublié sur la table, ses mains agrippant fermement son sac à main. Elle ne voyait que le dos de Jack, mais elle remarqua comment ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux. « Elle n'est plus là, n'est-ce pas » demanda-t-il enfin, sa voix presque méconnaissable. Léa hocha la tête, sentant ses propres larmes monter. « Ça fait 3 mois. Un cancer. » Jack ferma les yeux avec force, comme si les mots le blessaient physiquement. Quand il les rouvrit, son regard balaya les jumeaux de la tête aux pieds, les voyant vraiment pour la première fois. Maintenant, il remarquait quelque chose de familier dans les visages des enfants, quelque chose qui le poussait à regarder de plus près, qui soulevait des questions qu'il n'était pas prêt à poser. Un de ses assistants s'approcha avec hésitation, vérifiant sa montre. « Monsieur Whitmore, je suis désolé de vous interrompre, mais la réunion avec le conseil d'administration japonais commence dans 20 minutes. Nous ne pouvons pas être en retard. » Tenant toujours la boîte, Jack semblait déchiré entre deux mondes.
Le présent, avec ses engagements inflexibles, et le passé, revenant soudainement le hanter. Pendant un bref instant, il parut vulnérable, exposé. Puis, comme si quelque chose en lui se refermait, son expression changea. Le masque professionnel se remit en place, un bouclier contre l'émotion qui menaçait de le consumer. Il essuya rapidement ses larmes du revers de la main et redressa sa posture. « Je dois y aller », dit-il, sa voix maintenant contrôlée, presque froide comparée à sa réaction précédente. Il referma soigneusement la boîte et la rendit à Léa, sans un mot de plus. Le contraste était choquant. En quelques secondes, l'homme émotif et vulnérable avait disparu, remplacé par le dirigeant distant et inaccessible. « Merci de m'avoir montré ça », ajouta-t-il formellement, comme s'il les remerciait pour la livraison d'un colis banal plutôt que pour un aperçu d'une vie perdue. « Je dois partir maintenant. » Sans plus d'explications, sans aucune promesse de contact futur, Jacques se tourna et se dirigea vers la limousine qui attendait. Ses assistants échangèrent des regards confus mais le suivirent en silence, soulagés de retourner sur le terrain familier des affaires et des horaires. Ben et Léa restèrent plantés là, regardant la transformation abrupte avec des yeux hébétés. L'espoir qu'ils avaient nourri, celui d'obtenir des réponses, une connexion, une sorte de résolution, se dégonfla face à son départ soudain. Alors que la limousine s'éloignait, Madame Gress traversa la rue et s'approcha des jumeaux. Elle ne demanda rien, elle les serra simplement dans ses bras. Dans le silence de cette étreinte, ils ressentirent tout le poids de la déception. « Il a pleuré, grand-mère », dit finalement Ben, sa voix petite et confuse. Mais ensuite, c'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Madame Gress regarda dans la direction où la limousine avait disparu. « Certains hommes se cachent derrière des murs qu'ils construisent eux-mêmes », murmura-t-elle en serrant les épaules de ses petits-enfants. « Et ils finissent prisonniers à l'intérieur de ces murs. » Léa regarda la boîte dans ses mains, la même boîte qui avait fait craquer un homme puissant quelques instants auparavant. « Est-ce qu'il reviendra ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant le doute qu'elle ressentait. Madame Gress ne répondit pas. Elle prit simplement les mains des jumeaux et les ramena à l'hôtel. La nuit tomba sur la ville, enveloppant les trois dans des ombres allongées, tandis que la question de Léa restait en suspens, sans réponse. L'appartement de Jacques occupait le dernier étage d'un immeuble du centre financier de la ville. Spacieux, minimaliste, décoré dans des tons de gris et de noir qui reflétaient l'absence de chaos, de surprise, de vie. Chaque objet avait sa place assignée, chaque espace sa fonction spécifique. Un environnement contrôlé, comme sa propre existence. Il entra en silence, congédiant la femme de ménage d'un geste automatique. Il laissa sa veste de costume sur le canapé, une entorse à sa routine habituelle de la suspendre immédiatement. La mallette contenant des documents importants pour la réunion qu'il venait de manquer resta oubliée par terre. Jacques se dirigea vers le bar et se versa un whisky. Une gorgée, deux. Le liquide ambré brûlait en descendant, mais ne parvenait pas à éteindre la sensation d'étouffement qui le suivait depuis sa rencontre avec les enfants. Des enfants. Les enfants de Sarah. Ces enfants? La question flottait comme une fumée, inéluctable. Il sortit la boîte en bois de sa poche et la posa sur la table basse. Cette simple boîte lui avait volé son sang-froid, son contrôle, son masque soigneusement construit. Il l'avait offerte à Sarah pour son premier anniversaire qu'ils célébraient ensemble. Il se souvenait de son sourire quand elle l'avait ouverte, de la façon dont ses yeux brillaient en voyant le petit bijou à l'intérieur, un pendentif en argent qui lui avait coûté 3 mois de salaire à l'époque. « Pour garder nos moments », avait-il dit. « Nos moments. » Jacques ouvrit à nouveau la boîte. Le pendentif avait disparu. Seule la photo et quelques coupures jaunies restaient. Il prit la photographie, regardant le couple souriant à l'appareil. Cela semblait être une autre vie, un autre Jacques. Un Jacques qui savait encore sourire sans effort, qui laissait encore la joie atteindre ses yeux. Sarah, ses cheveux dorés brillant au soleil, ses yeux verts débordant d'espoir pour l'avenir. Un avenir avec lui. Un avenir qu'il avait détruit de ses propres mains. Il se souvenait comment tout avait commencé à s'effriter. Les appels non retournés, les messages auxquels il répondait tardivement, les dîners annulés à la dernière minute. Toujours le travail, toujours l'entreprise, toujours l'ambition. C'est juste pour l'instant, disait-il. Jusqu'à ce que l'entreprise grandisse, jusqu'à ce que j'obtienne la promotion, jusqu'à ce que nous signions le contrat. Jusqu'à ce que le travail ne finisse jamais. Il y avait toujours un nouveau projet, un nouvel objectif, une autre montagne à conquérir. Et Sarah, patiente au début, s'était éloignée de plus en plus.
Il voyait la déception grandissante dans ses yeux, mais l'ignorait. Il avait appris très tôt que les émotions étaient des distractions, des obstacles sur le chemin du succès. La voix de son père résonnait dans son esprit, aussi claire que s'il se tenait là, dans l'appartement. La faiblesse est le pire défaut chez un homme. Charles Whitmore, un homme d'affaires de la vieille école, rigide comme le fer, froid comme la glace. Un père qui ne l'avait jamais serré dans ses bras, qui n'avait jamais ouvertement montré de fierté, qui transformait chaque réussite en un simple échelon de plus sur l'échelle infinie des attentes. Jacques avait 8 ans quand sa mère était morte. Il se souvenait des funérailles, du cercueil descendant dans la terre, des gens pleurant autour de lui. Mais pas son père. Charles se tenait là, impassible, une statue de contrôle au milieu du chagrin collectif. Cette nuit-là, Jacques avait pleuré dans sa chambre, serrant un oreiller pour étouffer ses sanglots. Son père avait ouvert la porte sans frapper et l'avait trouvé ainsi. Vulnérable. Brisé. Humain. Sèche ses larmes, avait-il ordonné, sa voix fendant l'air comme un rasoir. Les hommes ne pleurent pas. La faiblesse est le pire défaut chez un homme. Souviens-toi de ça. Et Jacques s'en était souvenu. Il avait porté ces mots comme un mantra toute sa vie. Il avait enfoui les émotions, étouffé les vulnérabilités, construit des murs hauts et impénétrables autour de son cœur. Il était devenu l'image de son père. La version 2.0 de Charles Whitmore. Plus efficace, plus performant, plus froid. C'est cet homme que Sarah avait rencontré à l'université. Déjà distant, déjà contrôlé, mais avec des fissures par où la lumière filtrait. Des fissures qu'elle, avec son rire facile et sa chaleur sincère, avait réussi à élargir pendant un temps. Jacques s'était permis de ressentir. Il s'était permis d'aimer. Mais quand l'entreprise avait commencé à grandir, quand les responsabilités s'étaient accrues, les vieilles habitudes étaient revenues. Les fissures s'étaient refermées, une par une, jusqu'à ce que Sarah se retrouve face à un mur impénétrable. C'est là qu'elle était partie. Jacques ne l'avait pas supplié de rester. Il ne l'avait pas poursuivi. Il n'avait pas essayé de réparer ce qu'il avait brisé. Après tout, il avait été entraîné pour cela. Endurer les pertes sans montrer de douleur. Continuer sans regarder en arrière. Il se souvenait de leur dernière conversation. Sarah, debout à la porte, ses valises prêtes, les larmes aux yeux mais ne coulant pas. « Tu as choisi, Jacques » avait-elle dit. « Pas moi. Tu as choisi ça. Ce vide. Cette solitude. »« Je construis un avenir pour nous » avait-il répondu, les mots sonnant creux même à ses propres oreilles. « Il n'y aura pas de « nous » dans cet avenir que tu construis. Il n'y aura que toi, au sommet. Seul. » Et elle avait eu raison. 10 ans plus tard, il était là. Au sommet. Seul. Propriétaire d'un empire commercial, respecté et craint sur le marché. Des comptes en banque qui grossissaient aussi régulièrement que son cœur se rétrécissait. Jacques se versa un autre whisky, sentant le poids des souvenirs sur ses épaules. Il se souvint avoir reçu quelques lettres de Sarah dans les premiers mois suivant leur séparation. Des lettres auxquelles il n'avait jamais répondu, convaincu que le silence était la manière digne de gérer le rejet. Maintenant, tenant cette photo, il se demandait. Et s'il y avait plus dans ces lettres sans réponse? Et si elle avait essayé de lui parler des enfants? Et si, pendant tout ce temps, les visages des jumeaux lui revinrent en mémoire? Le garçon au regard curieux, la fille à la détermination farouche. Il s'était vu en eux. Dans la forme de leurs yeux, dans la ligne de leur menton. Et il avait vu Sarah aussi. Dans l'éclat de leur regard, dans la courbe douce de leurs lèvres. Ses enfants. Les enfants qu'il n'avait pas vus naître, qu'il n'avait pas regardé grandir, dont il n'avait pas été témoin des premiers pas ni entendu les premiers mots. 10 ans d'absence qu'il ne pourrait jamais récupérer. Jacques sentit une pression dans sa poitrine, une douleur physique qui accompagnait le tumulte émotionnel. Un instant, il songea à appeler l'hôtel que les enfants avaient mentionné. Il pensa à les chercher, à essayer de s'expliquer, à implorer le pardon. Mais que dirait-il? Comment justifier une décennie d'absence? Comment expliquer qu'il ne savait pas qu'ils existaient parce qu'il avait été trop lâche pour répondre aux lettres de Sarah? Comment admettre que, même s'il l'avait su, il n'aurait peut-être pas été capable d'être le père qu'il méritait? La voix de son père résonna à nouveau. Jacques ferma les yeux, épuisé. La prétendue force qu'il avait soutenue pendant tant d'années l'étouffait maintenant. Les murs qu'il avait construits pour se protéger étaient devenus sa prison. Le succès qu'il avait poursuivi sans relâche lui semblait creux, mesuré à l'aune de ce qu'il avait perdu. Pour la première fois depuis des décennies, il se permit de remettre en question les valeurs qui avaient guidé sa vie.
Il se permit de douter des paroles de son père qui résonnaient dans son esprit. Et s'il avait tort, murmura-t-il dans l'appartement vide. Et si la vraie faiblesse était justement cette incapacité à ressentir, à aimer, à se soucier? La question resta en suspens, sans réponse. Jacques mit la photo dans sa poche, près de son cœur. Demain serait un autre jour. Demain, peut-être, trouverait-il le courage d'affronter non seulement son passé non résolu, mais aussi la possibilité d'un avenir différent. Un avenir, qui sait, il ne serait peut-être plus seul. Place, la lumière du matin inondait l'appartement alors qu'il regardait la ville s'éveiller à travers la baie vitrée panoramique. Il n'avait pas dormi. Son esprit refusait de se reposer, rejoint la rencontre avec les enfants en une boucle constante de questions sans réponse. Qui était-il vraiment? Pourquoi avait-il gardé cette photo, cette boîte, pendant toutes ces années? Et pourquoi, malgré toute sa discipline émotionnelle, n'avait-il pas pu retenir ses larmes en la voyant? Jacques réalisa qu'il ne savait rien au-delà de leurs prénoms, Ben et Léa. Il n'avait pas laissé d'adresse, ni de nom de famille. Pas même le nom complet de la grand-mère qui observait de loin. Seulement des fragments. La boîte en bois. La photo de Sarah. 2 enfants dont les yeux, d'une certaine manière, lui semblaient familiers. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. Après 3 sonneries, une voix grave répondit. « Bonjour, monsieur Whitmore », dit Russell Carter, un ancien policier qui effectuait occasionnellement des travaux discrets pour Jacques. « Je ne m'attendais pas à un appel si tôt. J'ai besoin que vous trouviez des gens pour moi, » dit Jacques, direct comme toujours. 2 enfants et leur grand-mère. La mère s'appelait Sarah Williams. Elle est décédée il y a environ 3 mois. D'autres informations? Ce sont de jeunes enfants, un garçon et une fille. La grand-mère est une dame âgée aux cheveux gris. Je n'ai pas plus de détails. Il y eut un moment de silence. Russell ne demandait jamais pourquoi Jacques cherchait ces personnes. Il ne posait jamais de questions. C'est pourquoi Jacques l'engageait. Il me faudra quelques jours, répondit l'enquêteur. Y a-t-il une urgence particulière? Jacques hésita. Pourquoi faisait-il cela? Quel droit avait-il d'enquêter sur ses enfants, simplement parce qu'il portait une photo de lui? Mais quelque chose en lui, une agitation qu'il ne pouvait nommer, ne lui laissait aucune paix. Trouvez-les, c'est tout, répondit-il finalement. C'est important. Dans les jours qui suivirent, Jacques se jeta dans le travail avec une intensité renouvelée, essayant de noyer le tourbillon d'émotions que la rencontre avait suscité. Il annula les réunions à l'extérieur, préférant rester au bureau, loin des rues où il pourrait les croiser à nouveau par hasard. Ses employés remarquèrent le changement. Le Jacques Whitmore, toujours maître de lui et distant, fut remplacé par une version encore plus fermée de lui-même, presque féroce dans sa concentration. Personne n'osa mentionner l'incident avec les enfants sur le trottoir, bien que des rumeurs circulassent dans les couloirs. Jeudi, alors que Jacques examinait des contrats dans son bureau, sa secrétaire annonça Russell Carter. Jacques mit de côté les documents et fit signe à l'homme d'entrée. « Je les ai trouvés », dit Russell sans préambule, posant un dossier sur le bureau. C'était plus difficile que prévu. Jacques ouvrit le dossier avec des doigts légèrement tremblants. À l'intérieur se trouvaient des photos, des adresses et des informations de base sur les enfants et leur grand-mère. Ils vivent dans une petite communauté à l'extérieur de la ville, Maple Creek. Un endroit calme, à environ 40 minutes de route d'ici. Les photos montraient une maison modeste mais bien entretenue, un jardin fleuri et un large porche. Sur l'une d'elles, les enfants jouaient dans la cour. Benjamin et Olivia Williams, poursuivit Russell, désignant l'un des documents. Ils vivent avec leur grand-mère, Grace Williams, depuis la mort de leur mère. Une maison simple, une vie simple. Rien d'extraordinaire. Jacques étudia la photo des enfants. Quelque chose chez eux l'intriguait, quelque chose au-delà du lien avec Sarah, qu'il ne parvenait pas tout à fait à définir. La grand-mère, Grace Williams, est à la retraite. Elle a obtenu leur garde légale après la mort de sa fille. Un cancer, comme vous l'avez mentionné. Jacques resta silencieux, absorbant chaque détail. « Voulez-vous que je continue à les observer » demanda Russell. « Non » répondit rapidement Jacques. « C'est suffisant. Merci. » Une fois Russell parti, Jacques resta fixé sur les photos. Maintenant, il savait où les trouver. Il avait toutes les informations nécessaires. Mais qu'allait-il en faire? Le doute le consuma pendant 2 jours de plus. Que dirait-il en arrivant? Quelle explication donnerait-il pour son apparition soudaine? Quel droit avait-il de s'immiscer dans la vie de ses enfants,
simplement parce qu'il détenait un souvenir de Sarah. Dimanche matin, Jacques prit sa décision. Il s'habilla de manière décontractée, une rareté pour lui, un pantalon sombre et une chemise bleue, sans cravate. Il congédia le chauffeur et prit sa propre voiture, une berline discrète qu'il utilisait rarement. Pendant les 40 minutes de trajet jusqu'à Maple Creek, ses mains agrippèrent le volant de plus en plus fort. Plusieurs fois, il envisagea de faire demi-tour. Que faisait-il? Que espérait-il trouver? La petite ville était exactement comme les photos le montraient, calme, avec des maisons modestes et des jardins bien entretenus. Jacques ralentit, suivant les indications du GPS jusqu'à la rue où vivait la famille Williams. Il se gara à une distance respectable et resta dans la voiture pendant plusieurs minutes, observant la maison. C'était un dimanche ensoleillé, et de nombreuses familles profitaient de la journée dans leur jardin. Il vit Madame Gress s'occuper des fleurs, coiffée d'un chapeau de paille pour se protéger du soleil. Les enfants n'étaient nulle part en vue. Jacques prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Il quitta la voiture et se dirigea lentement vers la maison. Ses jambes semblaient peser une tonne à chaque pas. Madame Gress leva les yeux de ses fleurs en entendant ses pas approcher. Son visage, marqué par l'âge et les soucis récents, se durcit lorsqu'elle le reconnut. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, seulement une acceptation résignée, comme si elle attendait ce moment depuis des années. « Monsieur Whitmore », dit-elle simplement, sans lui tendre la main ni lui offrir un sourire. « Madame Williams », répondit Jacques, se sentant étrangement nerveux, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Pardonnez l'intrusion. »« Les enfants vous ont trouvé », dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Oui », acquiesça Jacques. « Ils m'ont montré une boîte, une photo. » Madame Gress l'observa en silence un instant, comme si elle évaluait non seulement ses paroles, mais aussi son caractère en tant qu'être humain. « Entrez », dit-elle enfin, retirant son chapeau de paille et ses gants de jardinage. « Nous pouvons parler sur le porche. » Jacques la suivit le long du petit chemin de pierre jusqu'au large porche qui entourait l'avant de la maison. C'était un espace simple, avec des fauteuils à bascule usés par le temps et des plantes en pot suspendues au plafond. Un endroit où Jacques imaginait que Sarah avait pu passer de nombreux après-midi dans son enfance. « Asseyez-vous », indiqua Madame Gress, désignant l'un des fauteuils sans cérémonie. « Voulez-vous du thé ou quelque chose de plus fort ?»« Du thé serait parfait », répondit Jacques, reconnaissant pour la normalité de l'offre au milieu de l'étrangeté de la situation. Pendant que Madame Gress rentrait à l'intérieur, Jacques remarqua deux petites silhouettes qu'il observait depuis la fenêtre latérale. Les jumeaux. Leurs expressions contenaient un mélange de prudence et de fascination. Lorsqu'ils réalisèrent qu'ils les voyaient, ils se retirèrent rapidement. Madame Gress revint quelques minutes plus tard avec un plateau contenant 2 tasses de thé fumant et quelques biscuits faits maison. Elle le posa sur la petite table entre les fauteuils et s'assit, ajustant sa robe simple d'un geste habituel. « Alors, commença-t-elle, sa voix neutre mais ferme, « qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Whitmore ?» Jacques hésita. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même? « Les enfants, dit-il finalement. Notre rencontre était inattendue. Je ne savais pas. Sarah n'a jamais mentionné? » Sarah a mentionné vous, l'interrompit Madame Gress, les yeux fixés sur lui. Pas souvent, et généralement pas en bien. Jacques sentit le poids de ces mots. Bien sûr que Sarah parlerait de lui avec amertume. Il le méritait. Vous étiez un homme froid, poursuivit Madame Gress, versant le thé avec des mouvements précis. Quelqu'un qui a choisi le succès et la solitude quand elle avait le plus besoin de compagnie. Sarah n'a jamais compris comment quelqu'un pouvait être aussi aveugle à ce qui compte vraiment. Chaque mot était comme une aiguille, précise et douloureuse, frappant les points les plus vulnérables. Jacques accepta la tasse qu'elle lui offrait, reconnaissant d'avoir quelque chose pour occuper ses mains tremblantes. Je l'étais. Je n'étais pas ce qu'elle méritait, admit-il, se surprenant même par son honnêteté. Madame Gress hocha légèrement la tête, comme si elle recevait la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà. Non, vous ne l'étiez pas. Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par le léger grincement des fauteuils à bascule et le chant lointain des oiseaux. Jacques sirota le thé, essayant de rassembler ses pensées. Ce sont des enfants merveilleux, dit enfin Madame Gress, son ton plus doux. Ben a la curiosité de Sarah, toujours à poser des questions, toujours à vouloir comprendre le monde. Et Léa? Léa a sa détermination. Têtue comme une mule, mais avec un cœur énorme. Jacques buvait chaque mot aussi avidement qu'il buvait le thé. Des détails sur les enfants, sur ce que Sarah leur avait transmis.
Ça doit être dur, commenta-t-il. De les élever seuls. Madame Gress esquissa un petit sourire, le premier depuis son arrivée. C'est un défi, oui. Je n'ai plus l'énergie d'autrefois. Mais ils sont la lumière de ma vie. Surtout après Sarah. Sa voix se brisa légèrement. Jacques sentit une vague de culpabilité. Pendant qu'il construisait son empire commercial, Sarah avait élevé ses enfants. Elle avait ri avec eux, pleuré avec eux, leur avait enseigné des valeurs. Et puis, elle était partie, les laissant aux soins de sa mère. Que ne donnerait-il pas pour un jour de plus avec elle, pour lui dire qu'il était désolé, pour essayer d'expliquer l'inexplicable, comment un homme pouvait être si aveugle, si stupide, si incapable de voir ce qui comptait vraiment. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Whitmore » demanda à nouveau madame Gress, sa voix douce mais persistante. « Qu'espérez-vous trouver » Jacques n'avait pas de réponse. Que cherchait-il? La rédemption? Une connexion? Un fragment de Sarah pour garder sa mémoire vivante? Je ne sais pas, répondit-il sincèrement. Quand les enfants m'ont montré cette photo, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas oublier leur visage. Madame Gress l'étudia longuement, comme si elle pouvait voir au-delà de ses mots, au-delà de son maintien soigneusement entretenu. Ils sont derrière, dit-elle enfin. Si vous voulez les voir. C'était une invitation, mais aussi un test. Jacques hocha la tête, reconnaissant pour l'opportunité, mais appréhendant ce qu'il dirait ou comment il agirait. Madame Gress le conduisit à travers la maison simple mais accueillante. Jacques remarqua les photos de famille sur les murs. Sarah à différents âges, toujours souriante. Les enfants, de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Une famille unie par l'amour et les souvenirs partagés. Dans l'arrière-cour, Ben et Léa jouaient à l'ombre d'un grand arbre. Léa était sur une balançoire faite d'un pneu, tandis que Ben essayait de construire quelque chose avec des blocs de bois. Quand ils virent Jacques, ils se figèrent. Leurs regards, méfiants, curieux, pleins d'espoir, le frappèrent avec une force inattendue. Les enfants, appela doucement madame Gress. Monsieur Whitmore est venu vous rendre visite. Ben s'approcha le premier, faisant des pas prudents mais déterminés. Êtes-vous venu à propos de la boîte? Demanda-t-il directement. Jacques hésita. Comment expliquer à un enfant la tempête d'émotions qui l'avait amené ici? Je suis venu à cause de vous, répondit-il simplement. Je voulais mieux vous connaître. Léa, toujours sur la balançoire, observait avec des yeux plissés, évaluant chacun de ses mouvements, chaque mot. Pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix portant une méfiance que aucun enfant ne devrait avoir. Parce que vous comptez, dit Jacques, se surprenant lui-même par sa sincérité. Parce que vous avez connu Sarah d'une manière que je n'ai jamais connue. Les enfants échangèrent des regards, une conversation silencieuse que Jacques ne pouvait déchiffrer. Vous pouvez vous asseoir ici, proposa finalement Ben, désignant un banc sous l'arbre. Je construis une ville. Jacques accepta l'invitation, s'asseyant sur le petit banc en bois. Il regarda Ben retourner à sa construction, ses petits doigts empilant des blocs avec une concentration intense. Madame Gress s'éloigna discrètement, retournant à la maison, mais Jacques pouvait sentir son regard attentif depuis la fenêtre de la cuisine. « Vous habitez dans un grand appartement ?» demanda Ben, sans lever les yeux de la ville qu'il construisait. « Oui, répondit Jacques. Au centre-ville. Est-ce qu'il y a une cour ? Non, juste un balcon. Ben hocha la tête, comme si la réponse confirmait quelque chose d'important. Maman disait que les cours sont importantes. Que les gens ont besoin de voir les choses grandir. Jacques sentit le poids de ces mots simples. C'était quelque chose que Sarah dirait, quelque chose de profond déguisé en remarque désinvolte. Léa s'approcha finalement, abandonnant la balançoire. Elle s'assit sur l'herbe, pas trop près, mais assez pour faire partie de la conversation. « Étiez-vous amis avec maman ?» demanda-t-elle directement. « Vous et Sarah. » Jacques hésita à nouveau. Que dire? Comment résumer ce qui avait été, et ce qui aurait pu être, en mots qu'un enfant pourrait comprendre? Nous étions plus que des amis, répondit-il prudemment. Mais c'était il y a longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté d'être amis? Demanda Ben, faisant accidentellement tomber une tour de bloc. La question innocente frappa Jacques comme un coup physique. Comment expliquer qu'il avait tout détruit? Que c'était sa froideur, son ambition aveugle, son incapacité à chérir ce qui comptait le plus. Parfois, les gens prennent des chemins différents, répondit-il vaguement. J'ai fait des erreurs. Léa le regarda avec une intensité troublante pour quelqu'un de si jeune. Grand-mère dit que tout le monde fait des erreurs.
Ce qui compte, c'est de les réparer après. Jacques sentit une boule dans sa gorge. Comment réparer des erreurs qui coûtaient une vie de possibilités? Comment récupérer le temps perdu et les opportunités gâchées? Parfois, on ne sait pas comment les réparer, admit-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Les trois tombèrent dans un silence étrangement confortable. Jacques aida Ben à reconstruire sa tour de blocs, tandis que Léa regardait, offrant occasionnellement des suggestions. Il y avait quelque chose de naturel dans leur interaction, quelque chose qui transcendait la maladresse de la situation. Quand le soleil commença à se coucher, Madame Gress appela les enfants à l'intérieur. C'était l'heure du dîner, et Jacques devait partir. « Est-ce que vous reviendrez ?» demanda Ben alors qu'il ramassait les blocs. Jacques regarda Madame Gress, debout sur le pas de la porte. Son expression était illisible, mais pas hostile. « Si je suis le bienvenu, répondit-il prudemment. Léa, surprenant tout le monde, y compris elle-même, prit la main de Jacques un bref instant. « Grand-mère fait de la tarte aux pommes le dimanche, dit-elle, comme si cela réglait l'affaire. Jacques sentit quelque chose de chaud se dilater dans sa poitrine, une sensation oubliée depuis longtemps. « J'aime la tarte aux pommes, répondit-il avec un petit sourire. Il dit au revoir aux enfants et à Madame Gress, promettant silencieusement de revenir. Alors qu'il retournait à sa voiture, il se sentit à la fois plus léger et accablé par un nouveau type de responsabilité. La responsabilité de la connexion. La possibilité de l'amour. Cette nuit-là, de retour dans son appartement stérile, Jacques resta éveillé pendant des heures, rejouant chaque instant de cette visite. La réserve gardée de Madame Gress, la curiosité de Ben, la méfiance lentement fondante de Léa. Tant de questions sans réponse, tant de mystères à élucider. Sur Sarah, sur les enfants, sur le passé qu'il avait essayé d'enterrer. Mais une chose était sûre, il devait y retourner. Quelque chose dans cette petite ville le retenait. La douleur dans les yeux des enfants, le silence éloquent de Madame Gress, la simplicité d'un monde si différent du sien. Jacques ne comprenait pas entièrement ce qu'il ressentait, ni ce qu'il cherchait. Il savait seulement, avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, que cette visite n'était qu'un début. La routine de Jacques avait toujours été un réconfort. Le réveil précisément à 5h30, café fort sans sucre, costume impeccable, réunion soigneusement planifiée, décision basée sur des chiffres et des projections. Les rouages d'une machine parfaitement calibrée. Pendant des années, cette prévisibilité avait apporté de l'ordre au chaos, un but à l'incertitude. Maintenant, plus rien ne semblait s'emboîter comme avant. Assis dans son bureau au dernier étage de Whitmore Enterprises, Jacques fixait l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Le rapport trimestriel, qui aurait dû retenir toute son attention, lui semblait distant et insignifiant. Ses mains planaient au-dessus du clavier, immobiles. Dans la salle de conférence adjacente, des voix étouffées indiquaient que l'équipe marketing était déjà réunie, l'attendant. 15 minutes de retard. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Monsieur Whitmore appela sa secrétaire avec hésitation à travers la porte entr'ouverte. Tout le monde attend. Jacques hocha automatiquement la tête, se levant. J'arrive. Il redressa sa cravate par habitude, attrapa le dossier avec les rapports imprimés et se dirigea vers la salle de conférence. La conversation cessa lorsqu'il entra, tous les yeux se tournant vers le patron qui, pour la première fois de mémoire d'homme, était en retard à une réunion. « Bonjour à tous », dit-il en prenant sa place au bout de la table. « Commençons. » La réunion se déroula comme d'habitude. Présentation, graphique, chiffres, stratégie. Jacques écoutait, posait des questions, prenait des décisions. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Une distraction subtile, un regard qui dérivait occasionnellement vers la vue de la ville à travers la fenêtre, une hésitation avant de parler. « Monsieur Whitmore ?» La voix du directeur marketing le ramena à la réalité. « Approuvez-vous la nouvelle campagne ?» Jacques se reconcentra sur la présentation à l'écran. Des images lumineuses, des slogans percutants, des promesses de croissance exponentielle. Tout ce qu'il avait toujours valorisé, tout ce qu'il avait toujours jugé essentiel. « Ça a l'air impressionnant », répondit-il, trouvant que le mot avait un goût étrange. « Mais quel est l'impact humain? Comment cela affecte-t-il les gens réels ?» Un silence déconcerté emplit la pièce. En 10 ans de direction, Jacques Whitmore n'avait jamais posé une telle question. Profit, scalabilité, retour sur investissement, tels étaient ses paramètres habituels. Le directeur se reprit rapidement. « Eh bien, notre public cible ?» La réunion se poursuivit, mais quelque chose avait changé.
Une petite fissure était apparue dans l'armure polie de Jack Whitmore. De retour à son bureau, il ferma la porte, un autre acte inhabituel, et s'assit lourdement dans son fauteuil. Sur le mur en face de lui, une série de prix et de reconnaissances témoignaient de son ascension fulgurante dans le monde de l'entreprise. Un succès incontestable, selon toutes les mesures conventionnelles. Sauf une. Elle parlait de vous avec douleur et déception. Les mots de Madame Gress résonnaient dans son esprit comme la sentence d'un juge. Il n'y avait pas de colère dans son ton, seulement la constatation d'un fait indiscutable. Sarah, la femme qu'il avait aimée ou l'avait-il vraiment aimée, parlait de lui avec amertume, avec déception. Jack ouvrit un nouveau document sur son ordinateur. Il commença à taper. Pas un rapport, ni une note de service. Quelque chose de plus personnel, de plus incertain. Qu'est-ce que le succès signifie-ci ? Il effaça. Essaya à nouveau. Sarah, je n'ai jamais voulu. Il effaça encore. Les mots ne venaient pas. Ou peut-être venaient-ils en excès, désorganisés, au-delà du sens. Nuit après nuit, depuis sa visite dans cette petite ville, Jack retournait à son luxueux appartement, confronté au même silence oppressant, au même vide, à la même question persistante. Cette nuit-là ne fut pas différente. Il ouvrit la porte, posa sa mallette et sa veste sur le canapé, et se dirigea vers la grande baille vitrée offrant une vue panoramique de la ville. Les lumières scintillaient sur les immeubles lointains. D'autres vies, d'autres histoires, d'autres choix. Jack se versa un verre et resta là, contemplant la ville qu'il avait conquise, l'empire qu'il avait bâti, et le prix qu'il avait payé. « Suis-je vraiment une si mauvaise personne ?» demanda-t-il à voix basse, des mots presque inaudibles dans le silence absolu de l'appartement. La réponse ne vint pas du ciel étoilé ni des lumières de la ville. Elle vint d'un souvenir. Les yeux de Ben, curieux et prudents. Le regard de Léa, las mais plein d'espoir. Le visage de Madame Gress, ridé par le temps et le sacrifice. Et puis, comme un éclair, le souvenir de Sarah. Non pas la jeune Sarah insouciante de la vieille photo, mais la femme qu'il imaginait qu'elle était devenue pendant ces années intermédiaires. Élevant leurs enfants seuls. Luttant contre le cancer. Partant trop tôt. Jack n'était pas une mauvaise personne. Il était simplement un homme qui avait fait de mauvais choix. Qui avait priorisé les mauvaises choses. Qui avait laissé des valeurs importantes s'échapper. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, Jack se permit d'envisager de changer. Pas seulement des ajustements superficiels à sa routine ou à son emploi du temps. Mais une véritable transformation, profonde, significative. Il prit son téléphone et regarda l'heure. Presque 22 heures. Trop tard pour appeler chez Madame Gress. Les enfants dormaient probablement. Mais il n'était pas trop tard pour planifier une autre visite. Pour faire un autre petit pas vers ses enfants qui, pour une raison inexplicable, le sortaient de son isolement auto-imposé. Jack posa son verre intact. Il rouvrit son ordinateur. Et cette fois, les mots coulèrent sans effort. Dimanche. 10 heures important. Apporter des livres pour les enfants. Demander leur centre d'intérêt, leurs rêves. Écouter plus, parler moins. C'était un petit début. Une approche prudente. Un homme essayant de retrouver son chemin vers quelque chose qu'il n'avait pas réalisé avoir perdu. En tapant, Jack ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. L'espoir. Petit et fragile. Incertain. Mais présent. À 5h30, café fort, costume impeccable, réunion soigneusement orchestrée, décision basée sur des données. Tout comme les rouages d'une machine bien huilée. Pendant des années, cette prévisibilité lui avait apporté de l'ordre dans le chaos, un but en bureau, trimestriel sur lequel il devait se concentrer lui paraissait distant, réunion voisine, des voix étouffées indiquaient que l'équipe marketing se rassemblait, ils attendent tous. Ajusta sa cravate par habitude, attrapa le dossier avec ses à son entrée, tout le monde regardant le patron qui, pour la première fois dans la mémoire collective de l'entreprise, d'habitude, présentation, décalée, une distraction presque imperceptible, un regard dérivant dans ses réponses. Rappela à l'ordre. Approuvez-vous la nouvelle campagne ? Jack reporta son attention sur la présentation à l'écran. Des images vibrantes, priorisées, tout ce qu'il avait toujours considéré comme vital. Ça a l'air impressionnant, dit-il, trouvant que le mot avait un goût étrangement fade. Perplexe emplit la pièce. Jamais en une décennie de leadership, Jack Whitmore n'avait posé une telle question. Profit, scalabilité, retour sur investissement, telles étaient ses préoccupations habituelles. Le directeur se reprit rapidement. Eh bien, notre marché cible ?
Fissure infime s'était formée dans l'armure parfaitement polie de Jack Whitmore. Quand il retourna à son bureau, il ferma la porte, un autre geste inhabituel, et s'affaissa. Distinction incontestable résonnèrent à nouveau, comme un décret judiciaire. Aucune indignation, juste la constatation d'un fait. Tapé, cette fois non pas un rapport ou une note de service, mais quelque chose de personnel, d'incertain. Que signifie le succès si? Il effaça. Essaya une fois de plus. Sarah, je n'ai jamais voulu. Il effaça encore. Les mots refusaient de venir, ou affluaient en désordre, trop confus pour prendre forme. Nuit après nuit, depuis sa visite dans la petite ville, Jack était retourné à son appartement cossu pour affronter le même silence oppressant, le même vide, la même question persistante. Cette nuit-là ne fit pas exception. Il ouvrit la porte, laissa tomber qui offrait une vue panoramique de la ville. Les bâtiments lointains brillaient de lumière. Coude tout cela. Suis-je une si terrible personne? Demanda-t-il doucement, les mots presque noyaient le regard curieux et las de Ben. Les yeux gardés mais pleins d'espoir de Léa. Le visage de Madame Gress, marqué par le temps et la responsabilité. Puis, dans un éclair, le souvenir de Sarah. Non plus la jeune femme insouciante de la vieille photo, mais la Sarah qu'il imaginait ces dernières années, élevant ses enfants seule, luttant contre le cancer, partie trop tôt. Jack n'était pas une mauvaise personne. Juste un homme qui avait fait les mauvais choix, priorisé les mauvaises choses, laissé des valeurs cruciales. Il se permit d'envisager un vrai changement. Pas des ajustements superficiels à sa routine ou à son calendrier, mais une transformation profonde et significative. Il regarda à nouveau la ville qui s'étendait en contrebas, les lumières scintillantes lui paraissant maintenant froides et distantes. Quelque part au-delà des gratte-ciel et des avenues embouteillées se trouvaient Ben et Léa, des enfants qui, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer pleinement, avaient réveillé quelque chose de longtemps endormi en lui. Jack posa son verre intact. Il retourna à son ordinateur, cette fois, les mots coulèrent facilement, simples et sincères, livre, jouet, temps. Écoutez plus, parlez moins. Ce n'était pas un plan élaboré ni une stratégie commerciale. C'était juste un début, un premier pas timide vers quelque chose dont il ne réalisait même pas qu'il le voulait, une connexion plus étroite avec ses enfants qui portaient des fragments d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. Le soleil n'était pas encore à son zénith lorsque Jack gara sa voiture à l'entrée de la petite ville. Les maisons modestes aux peintures délavées et aux jardins simples brillaient sous la lumière dorée du matin. Il y régnait une tranquillité qui contrastait vivement avec l'agitation frénétique du quartier des affaires où il passait la plupart de ses journées. Jack prit une profonde inspiration. Après des nuits d'agitation et de réflexion, il avait pris une décision. Visiter les enfants ne suffisait pas. Il devait vraiment passer du temps avec eux, se connecter. Pour cela, il avait besoin de plus que des mots ou de brèves visites. Sur le siège passager, un sac en papier contenait sa modeste tentative de construire ce pont. Pas d'emballage Tapax sans grave-l'œil ni de cadeaux extravagants. Juste des jouets simples qu'il avait choisis avec un soin surprenant, même pour lui-même. Dans le magasin, il avait passé près de 2 heures à examiner chaque article, essayant d'imaginer ce qui pourrait susciter de véritables sourires chez ses enfants qu'il connaissait à peine, mais qui occupaient ses pensées. Il avait choisi un ballon de couleurs vives, quelques figurines en plastique robuste, des blocs de construction en bois, un jeu de cartes illustrées et un petit kit pour fabriquer des bracelets. Rien d'électronique, rien de trop cher. Juste des objets qui encourageaient l'interaction et la créativité. En marchant sur le chemin de terre menant à la maison des Williams, Jack ressentit une nervosité inhabituelle. Non pas la tension mesurée qu'il ressentait avant les grandes négociations, mais quelque chose de plus honnête. L'anxiété de vouloir sincèrement plaire, sans arrière-pensée. La maison ressemblait exactement à ce dont il se souvenait, modeste, avec de la peinture écaillée par endroits, mais impeccablement propre, de simples pots de fleurs décorant le petit porche. Dans la cour avant en terre battue, Ben jouait seul, dessinant des formes dans la poussière avec un bâton. Lorsqu'il aperçut Jack, le garçon se figea, les yeux s'écarquillant de surprise. « Tu es revenu !» s'exclama-t-il, laissant tomber le bâton et courant vers lui. Quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine de Jack, une chaleur qui se dilata. C'était un accueil sincère, libre d'attente ou d'arrière-pensée. Juste la joie pure d'un enfant voyant quelqu'un qu'il considérait comme spécial, pour des raisons inconnues de Jack. « Je suis revenu », répondit Jack, s'autorisant un sourire sincère, chose qu'il réalisa être devenue rare sur son visage habituellement sérieux. Les yeux de Ben se posèrent sur le sac en papier que Jack portait, sa curiosité transparente sur son petit visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'approchant.
Quelques petites choses pour qu'on joue ensemble, répondit Jacques, se sentant curieusement vulnérable. Si toi et ta sœur le voulez, bien sûr. Le visage de Ben s'illumina comme un ciel nocturne soudainement rempli de feux d'artifice. Léa, cria-t-il en se tournant vers la maison. Viens voir qui est là. La porte d'entrée s'ouvrit et Léa apparut, suivie de Madame Grès. La fillette conservait sa prudence habituelle, mais ses yeux ne pouvaient cacher la curiosité lorsqu'elle remarqua le sac dans les mains de Jacques. Bonjour, salua Jacques, s'adressant d'abord à Madame Grès par respect. J'espère que je ne dérange rien. La femme âgée l'étudia un instant, son visage ridé par le temps et les soucis trahissant peu de ses pensées. Les enfants parlaient de vous hier, dit-elle finalement. Ils se demandaient si vous reviendriez. Jacques sentit cette étrange chaleur se dilater davantage. Ils avaient pensé à lui. Ils s'étaient demandé s'il reviendrait. Madame Grès fit un geste vers l'arrière-cour. Allez-y, derrière. J'ai des choses à faire dans la cuisine. C'était une permission, peut-être pas chaleureuse, mais sincère. Jacques la remercia d'un signe de tête et suivit les enfants, qui couraient déjà vers l'arrière-cour, un espace simple avec de la terre battue, quelques arbres chétifs fournissant une ombre maigre, et une vieille balançoire faite d'un pneu suspendu à une branche solide. « Que as-tu apporté » demanda Léa une fois qu'ils eurent atteint la cour, sa voix s'efforçant d'être indifférente, mais ses yeux trahissant l'attente. Jacques posa le sac par terre et commença à sortir les jouets un par un. À chaque objet révélé, les yeux des enfants brillaient un peu plus. Ce n'était pas l'éclat calculateur de quelqu'un recevant un cadeau cher. C'était une excitation sincère à la découverte de nouvelles possibilités, de nouveaux mondes à explorer. « Un ballon !» s'exclama Ben avec révérence, ramassant l'objet coloré. « Pour qu'on joue ensemble » expliqua Jacques, soudainement incertain. « Si vous voulez. » Ben le regarda comme si Jacques venait de lui offrir la lune. « Tu vas jouer avec nous ?» La question, si simple et directe, frappa Jacques comme un coup de poing à l'estomac. Quand quelqu'un avait-il attendu quelque chose d'aussi basique de lui pour la dernière fois? Pas son argent, pas son pouvoir, pas son influence. Juste lui, là, participant. « C'est le plan », répondit-il honnêtement. « Si vous voulez bien de moi comme camarade de jeu. » Léa, examinant les figurines en plastique coloré, leva les yeux vers lui. Un instant, Jacques vit la même expression qu'il avait souvent vue chez Sarah, un mélange de méfiance et d'espoir. Quelqu'un qui veut croire mais craint la déception. « Tu sais même jouer » demanda-t-elle, sa petite voix directe. La question frappa à nouveau, plus fort cette fois. Savait-il jouer? Ou plutôt, quand avait-il simplement joué pour la dernière fois, sans autre but que de profiter du moment? Je pense que je peux réapprendre, répondit-il honnêtement. Ben tenait déjà le ballon, impatient. Jouons à la passe. Je vais te montrer comment faire. Ainsi commença une journée que Jacques n'oublierait jamais. Ils commencèrent par un simple jeu de passe, se lançant le ballon dans un cercle improvisé. Les premières tentatives de Jacques furent maladroites. Ses mouvements précis pour signer des contrats ou gérer des feuilles de calcul semblaient inutiles lorsqu'il s'agissait d'attraper un ballon aux couleurs vives lancé par de petites mains enthousiastes. « Il faut que tu détendes tes bras », expliqua Ben, riant des tentatives hésitantes de Jacques. « Comme ça » demanda Jacques, adoptant une posture exagérément détendue qui fit rire les enfants encore plus fort. « Pas si détendu que ça » s'exclama Léa, se permettant de se joindre à l'amusement. Jacques remarqua avec une surprise grandissante qu'il riait. Vraiment. Pas le petit rire poli qu'il offrait lors des réceptions mondaines lorsque quelqu'un faisait une remarque spirituelle. C'était un rire sincère, montant de sa poitrine et apportant une sensation de légèreté oubliée depuis longtemps. Après le jeu de ballon, ils passèrent aux figurines en plastique. Ben et Léa créèrent rapidement un monde complexe pour les petits jouets, leur donnant des noms, des personnalités et des scénarios élaborés. Jacques regardait, étonné de voir comment il tissait des récits riches à partir des objets les plus simples. « Et ça, c'est le capitaine des étoiles », expliqua Ben en tenant une figurine bleue. « Il voyage dans l'univers pour aider les gens. Et elle, c'est la gardienne de la forêt », ajouta Léa, montrant une figurine verte. « Elle s'occupe des arbres et des animaux. »« Et celui-là, qui est-ce » demanda Jacques, désignant une figurine rouge qui n'avait pas encore de rôle. Les enfants échangèrent des regards, comme s'ils se consultaient silencieusement. Léa parla la première. « Celui-là, ça peut être toi, » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « Il aide les deux autres dans leur mission. » Jacques sentit une boule dans sa gorge. «
Il prit la figurine rouge avec précaution, comme si elle était précieuse. Quel est son pouvoir? Demanda-t-il, se joignant au jeu. Il est très intelligent, suggéra Ben. Et fort, ajouta Léa. Mais parfois, il oublie d'utiliser sa force pour aider. Jacques regarda la fillette, frappé par la perspicacité de ces mots simples. Il semble qu'il ait beaucoup à apprendre, commenta-t-il doucement. Léa hocha la tête, ses yeux rencontrant les siens sans crainte. Mais il apprend maintenant. Le matin se transforma en après-midi alors qu'il passait d'un jeu à l'autre. Utilisant les blocs de bois et un peu de terre de la cour, ils construisirent un château élaboré avec des tours, des ponts et des douves. Jacques, habitué à diriger des équipes qui érigeaient de véritables gratte-ciel, se retrouva complètement absorbé à aligner de petits blocs de bois pour former un mur défensif. Il faut qu'il soit plus haut, insista Ben, pour tenir les envahisseurs à l'écart. Et nous avons besoin d'un pont-levis ici, ajouta Léa, modelant la terre avec des doigts habiles. Jacques, les manches retroussées et les mains sales, travaillait avec la concentration intense qu'il réservait autrefois aux affaires commerciales. À un moment donné, il réalisa que des heures s'étaient écoulées sans qu'il ne vérifie l'heure, les emails, ou ne pense aux réunions, aux échéances ou aux profits. Il était simplement là, dans le moment présent, avec ses enfants. Au cours d'une grande bataille entre les figurines en plastique, Jacques réalisa quelque chose d'extraordinaire, il était pleinement présent. Aucune partie de son esprit ne s'inquiétait du travail, de la bourse, des acquisitions en cours ou des négociations futures. Là, dans cette simple arrière-cour, avec deux enfants qui lui étaient étrangers quelques semaines auparavant, Jacques Whitmore, qui avait bâti un empire financier sur le calcul froid et la détermination implacable, jouait simplement. Riant. Vivant l'instant. La révélation le frappa au milieu d'un éclat de rire provoqué par l'imitation hilarante de Ben d'un monstre attaquant le château. Jacques riait, vraiment, sans réserve, sans calcul, sans souci des apparences ou des conséquences. Et dans ce rire, il découvrit une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis, quand? L'enfance. Avant les dures leçons de son père sur la faiblesse et la force. Là, avec deux enfants pauvres mais imaginatifs, dans cet espace humble débordant de créativité, Jacques trouvait un type de joie qu'il n'avait jamais connu dans ses appartements de luxe, ses jets privés ou ses conseils d'administration. Pour la première fois, il comprit, à un niveau viscéral, qu'être présent, vraiment présent, valait plus que tout ce qu'il avait jamais accompli. Lorsque Madame Gress apparut avec un pichet de limonade maison et des gobelets simples, Jacques réalisa qu'il était sincèrement heureux. Pas le bonheur fugace de conclure une grosse affaire ou d'acquérir quelque chose de cher. Mais un contentement plus profond. La joie d'être vivant et connecté. On dirait que vous vous amusez bien, commenta Madame Gress, son regard embrassant le château élaboré de boue et de blocs. Monsieur Whitmore n'est pas si mauvais pour construire des châteaux, dit Ben joyeusement. Mais il est terrible pour attraper le ballon. Jacques rit, acceptant le gobelet de limonade qu'elle lui offrait. J'ai beaucoup à apprendre sur les compétences vraiment importantes, admit-il, échangeant un regard avec Madame Gress. La femme âgée ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent un peu. Le déjeuner est prêt, les enfants. Allez vous laver les mains. Est-ce que Monsieur Whitmore peut déjeuner avec nous? Demanda Ben, plein d'espoir. Madame Gress hésita, seulement un instant. S'il le souhaite, répondit-elle. Jacques sentit le poids de cette simple invitation. C'était plus qu'un repas. C'était une porte qui s'ouvrait, même légèrement. Je serais honoré, répondit-il sincèrement. Quand le soleil commença à décliner, peignant le ciel d'orange et de rose, Jacques réalisa qu'il avait passé toute la journée là. Jouant, riant, existant dans un monde sans feuilles de calcul ni contrat. Je dois y aller, dit-il finalement, à contre-cœur. Il se fait tard. La déception des enfants fut immédiate et sincère. Tu reviendras, n'est-ce pas? Demanda Ben, la voix teintée d'anxiété. Jacques regarda Madame Gress, qui observait depuis la porte arrière. Si je suis le bienvenu, répondit-il prudemment. Demain? Insista Ben, plein d'espoir. Jacques hésita. Je ne peux pas promettre demain. Mais bientôt. Très bientôt. En leur disant au revoir, Ben l'étreignit impulsivement, un câlin serré, rempli de l'intensité émotionnelle que seuls les enfants peuvent montrer sans réserve. Jacques, initialement surpris, rendit l'étreinte, sentant une vague de protection et d'affection qu'il n'avait pas prévue. Léa, toujours plus réservée, fit un petit signe de la main, mais une grande partie de sa méfiance initiale s'était estompée. C'était un début.
Alors que Jacques s'éloignait, les enfants coururent dans la maison, leurs voix excitées audibles même à distance. « Grand-mère, grand-mère !» La voix de Ben résonna clairement dans le calme du soir. « Il a apporté des jouets, grand-mère. On a joué avec lui toute la journée. Il est resté avec nous tout le temps. » La voix plus douce de Léa intervint. C'était tellement amusant. À l'intérieur de la maison, Madame Gress écoutait tranquillement, observant l'éclat dans leurs yeux, la joie sincère dans leur voix alors qu'ils racontaient chaque détail de la journée. Ils parlaient l'un sur l'autre, s'interrompant dans leur excitation, revivant chaque jeu et chaque rire partagé. Madame Gress ne répondit pas immédiatement. Son regard dériva vers la fenêtre, suivant la silhouette de Jacques alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, garée près de l'entrée de la ville. À l'intérieur, quelque chose remua. Une émotion qu'elle ne pouvait nommer pleinement. Elle n'avait jamais imaginé que Jacques reviendrait, et encore moins qu'il laisserait les enfants sourire ainsi, avec un bonheur si sincère qu'elle n'avait pas vu depuis avant la maladie de Sarah. Son cœur, endurci par des années à voir sa fille souffrir, des mois de soins palliatifs, et la responsabilité soudaine d'élever 2 petits-enfants seuls, sentit une légère fissure. Presque imperceptible, mais réelle. Pour la première fois depuis qu'elle avait appris qui était cet homme en costume chair, Madame Gress s'autorisa à envisager une possibilité qu'elle avait autrefois entièrement rejetée. Peut-être avait-il changé. La place centrale de la petite ville était un modeste carré de verdure au milieu de maisons simples. Une vieille fontaine, tarie depuis longtemps, servait de point de rencontre aux habitants. Des bancs usés formaient un demi-cercle autour d'elle, ombragés par des arbres qui parvenaient à prospérer malgré peu de soins. Ce dimanche matin, Madame Gress observait de loin Jacques assis sur l'un de ces bancs, gardant un œil sur les jumeaux qui couraient dans l'herbe clairsemée, se poursuivant dans un jeu que seul comprenait. Il était revenu 3 fois depuis ce jour avec les jouets, chaque visite plus longue que la précédente. Quelque chose en lui avait changé. Madame Gress pouvait le voir, même de loin. La posture, autrefois rigide et contrôlée, était maintenant plus détendue. Les yeux, autrefois calculateurs et distants, suivaient les mouvements des enfants avec une attention sincère, presque une faim pour chaque détail. C'était comme si, à travers eux, ils redécouvraient quelque chose de perdu depuis longtemps. Initialement, Madame Gress avait interprété ces visites comme un acte de charité, ou pire, une tentative d'apaiser une vieille culpabilité. Mais en le regardant maintenant, elle voyait quelque chose de différent. La façon dont il se penchait pour écouter les histoires élaborées de Ben, comment il répondait aux questions directes et stimulantes de Léa sans condescendance, comment il traitait chaque dessin qu'il lui donnait comme s'il s'agissait d'un document inestimable. Lorsque les enfants rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, fatigués et heureux, Madame Gress prit une décision qu'elle avait repoussée bien trop longtemps. « Est-ce qu'il revient demain ?» demanda Ben en se lavant les mains pour le dîner, l'eau rinçant les taches d'herbe et de terre. « Je ne suis pas sûre, » répondit Madame Gress, les étudiant attentivement. « Aimeriez-vous qu'il vienne ?»« Oui, » s'exclama Ben immédiatement. « Il a dit qu'il allait m'apprendre à jouer aux vrais échecs. »« Et toi, Léa ?» demanda Madame Gress à sa petite fille, qui restait typiquement silencieuse. La fillette haussa les épaules, un geste destiné à montrer de l'indifférence, mais ses yeux brillants la trahissaient. « Il n'est pas aussi ennuyeux que je le pensais au début, » admit-elle finalement. Madame Gress hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose d'important. « Je vais l'appeler, dit-elle. J'ai besoin de parler à Jacques. » Le lendemain, Jacques arriva plus tôt que d'habitude. Madame Gress l'attendait sur le porche, assise dans son fauteuil à bascule. Les enfants avaient été envoyés chez un voisin sous prétexte d'aider au jardin. Ils avaient besoin d'intimité pour cette conversation. Madame Williams la salua Jacques en montant les marches du porche, une question flottant dans ses yeux, une incertitude quant à la raison de leur rencontre seule. « Gress » corrigea-t-elle, indiquant le fauteuil à côté du sien. « Vous pouvez m'appeler Gress. » Jacques hocha la tête, s'asseyant prudemment, comme s'il craignait de briser la trêve fragile qu'ils avaient établie ces dernières semaines. « Les enfants ne sont pas là ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Ils reviendront bientôt, » répondit Gress. « Vous et moi devons parler d'abord. » Jacques se redressa sur sa chaise, se préparant à quelque chose de désagréable. Peut-être avait-elle décidé que les visites devaient cesser, ou conclu qu'il n'était pas une bonne influence pour les enfants. « Il rentre avec les yeux qui brillent, » dit doucement Gress, interrompant ses pensées. « Je ne vois pas ça souvent. Pas depuis que ma fille est partie. » Jacques ne dit rien. Il y avait une nouvelle vulnérabilité dans son ton, suggérant que ce n'était pas le moment pour les mots, mais pour l'écoute. Gress se balançait lentement,
le craquement rythmique du fauteuil marquant le passage des secondes. Ses yeux fixés sur un point lointain, au-delà de la cour, au-delà de la ville, peut-être au-delà du temps. « Je vous ai jugé pendant longtemps », continua-t-elle, sa voix portant maintenant moins de dureté. « Je vous juge encore parfois. Mais peut-être que j'avais tort de penser que les gens comme vous ne changent pas. » Jacques sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce n'était pas la condamnation à laquelle il s'attendait, mais quelque chose de beaucoup plus difficile à affronter, une chance de rédemption dont il n'était pas sûr de mériter. « Les enfants » commença-t-il, mais s'arrêta court. Que pouvait-il dire? Qu'il se souciait d'eux plus qu'il ne l'aurait jamais cru possible? Que, d'une manière ou d'une autre, ces petites personnes qu'il connaissait à peine étaient devenues vitales pour sa vie? Grace hocha la tête, comme si elle avait entendu les pensées inexprimées. Elle se leva avec les mouvements prudents de quelqu'un portant de vieilles douleurs dans ses os et entra à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une enveloppe jaunie, visiblement usée par le temps. Ses mains tremblaient légèrement en la tendant à Jacques. « Sarah a écrit ça il y a des années », expliqua-t-elle, sa voix alourdie par les souvenirs. Elle a pensé à l'envoyer, mais n'a jamais trouvé le courage. Elle avait peur du rejet, peur que vous ne vouliez pas savoir. Jacques prit l'enveloppe avec des doigts qui lui semblèrent soudain maladroits. Son nom était écrit sur le devant, de l'écriture distinctive de Sarah, des lettres arrondies et généreuses, si différentes de sa propre écriture anguleuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien que quelque chose en lui sût déjà. Grace se rassit, ses mains maintenant calmes sur ses genoux. Il y avait une étrange immobilité en elle, comme le calme avant ou après une tempête. « Si jamais tu lis ceci, Jacques, murmura-t-elle, sache que Léa et Ben sont tes enfants. » Tout autour de Jacques sembla se figer. Le chant des oiseaux, le grincement du fauteuil à bascule, la douce brise dans les arbres, tout disparut dans un silence absolu. Ses enfants. Avec des doigts tremblants, il ouvrit l'enveloppe. La lettre s'étendait sur plusieurs pages, toutes manuscrites, chacune témoignant de la vie qu'il n'avait pas connue, des choix qu'il n'avait pas faits, des moments qu'il avait manqués. « Jacques, quand tu es parti ?» Les premières lignes le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Sarah écrivait avec l'honnêteté brute qui avait toujours été sa marque de fabrique. Elle décrivait le jour où elle avait appris sa grossesse, quelques semaines après leur séparation. Les tentatives frustrées de le contacter, toujours déjouées par des secrétaires trop efficaces. Sa décision d'élever les enfants seuls, sans implorer son attention ou ses ressources. Ce n'est pas par fierté que je n'ai pas insisté, c'est par amour pour eux. Je ne voulais pas qu'ils grandissent en sentant qu'ils devaient mériter l'amour de leur propre père. À mesure qu'il lisait chaque ligne, la respiration de Jacques devenait plus laborieuse. Les mots étaient simples, mais portaient une douleur et un espoir qui s'étendaient sur des années, comme des flèches parfaitement décochées. Ils demandent parfois après toi. Que devrais-je dire? Que leur père a choisi une autre vie? Que peut-être un jour il regardera au-delà de son propre reflet et verra ce qu'il a perdu. Jacques leva les yeux de la lettre, essayant de reprendre le contrôle. Sa vision se brouilla, et il cligna rapidement des yeux, essayant de le cacher. Mais il était trop tard. Une larme s'échappa, puis une autre. Il couvrit sa bouche avec sa main et inspira profondément. Il n'y avait plus moyen de se cacher, ni de ce qu'il avait perdu, ni de ce qu'il pourrait encore reconstruire. Si jamais tu lis ceci, ce n'est pas pour te faire sentir coupable ou regretter. C'est seulement pour que tu saches. Ils existent. Ils sont réels. Ils portent ton sang. Et parfois, quand Ben fronce les sourcils en se concentrant, ou quand Léa défie le monde avec ce regard déterminé, je te vois en eux. Grace regardait en silence. Il n'y avait aucun triomphe dans son regard, ni aucune satisfaction amère à rendre enfin une vieille douleur. Il n'y avait que de la lassitude, et peut-être la première lueur de quelque chose qui pourrait un jour devenir de la compréhension. Jacques ne dit rien quand il eut fini de lire. Il n'y avait pas de mots adéquats pour ce moment. Mais ses yeux qui avaient vu des empires financiers naître et s'effondrer sans trahir la moindre émotion, étaient maintenant nus, exposés, incapables de cacher la tempête intérieure. Pourquoi maintenant? Réussit-il enfin à demander, sa voix presque méconnaissable. Grace soupira, et pour la première fois depuis que Jacques la connaissait, il vit tout son âge sur son visage, le poids des années et des responsabilités. Parce qu'il mérite la vérité, répondit-elle simplement. Et parce que, contre toute attente, tu es revenu. Tu es resté. Jacques hocha lentement la tête, traitant les implications de tout cela. Ses enfants. Il avait des enfants. Ces enfants extraordinaires, avec leur personnalité distincte, leurs grands rêves malgré des circonstances limitées.
Ils étaient les siens. La fille qui le défiait de ce regard perçant. Le garçon qui construisait des mondes imaginaires entiers. Les siens. Est-ce qu'ils savent? Demanda-t-il finalement. Grace secoua la tête. Non. Sarah ne leur a jamais dit. J'ai respecté sa décision. Jusqu'à maintenant. La lumière de fin d'après-midi jetait des teintes orangées sur le ciel lorsque Grace appela enfin les enfants à l'intérieur. Jacques s'était ressaisi, mais quelque chose de fondamental avait changé en lui. C'était comme si un masque qu'il avait porté si longtemps était enfin tombé, révélant l'homme vulnérable et imparfait en dessous. Ben entra le premier, courant comme d'habitude, porteur de l'énergie d'un petit ouragan. Léa suivit, plus prudente, ses yeux sentant immédiatement une différence dans l'atmosphère. « Jacques !» s'exclama Ben, prêt à se lancer dans une autre de ses histoires élaborées, mais Grace fit un geste doux pour le silence. « Venez ici, les enfants, dit-elle, les guidant dans la cuisine, loin de Jacques. J'ai besoin de vous parler un instant. » Jacques resta sur le porche, seul avec ses pensées, avec le poids des révélations, avec la lettre qui semblait maintenant lui brûler les mains. Par la fenêtre ouverte, il pouvait entendre des bribes de la conversation. « J'ai besoin de vous dire quelque chose à tous les deux. » La voix de Grace était douce. Quelque chose que votre mère n'a jamais eu le courage de dire. Un lourd silence suivit, chargé d'attente. L'homme qui est venu nous rendre visite. Jacques, il est votre père. Jacques ferma les yeux, sentant l'impact de ces mots simples. C'était réel maintenant. Concret. Irréversible. Il n'y avait pas de retour au confort de l'ignorance, à la sécurité d'une vie murée dans des tours de verre et d'acier. Maman voulait vous le dire, continua Grace. Elle l'a écrit. Mais elle avait peur. Peur qu'il ne s'en soucie pas. Est-ce qu'il savait? Vint la voix petite mais ferme de Léa. Non. Il vient de l'apprendre. Jacques ouvrit les yeux, se concentrant sur l'horizon lointain. Combien avait-il perdu? Leurs premiers pas, leurs premiers mots, les petits triomphes, les larmes inévitables de l'enfance. Des années qui ne reviendraient jamais. Mais peut-être y avait-il encore du temps. Pas pour défaire le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau à partir d'ici. La voix de Grace, à nouveau, plus douce maintenant, presque comme une bénédiction. Quoi que vous vouliez ressentir, c'est normal. Mais avant de décider quoi que ce soit, souvenez-vous de ce que vous m'avez dit hier. Il a passé toute la journée avec vous. Et c'était une journée heureuse. La porte de la cuisine s'ouvrit. Jacques se leva lentement, incertain de ce à quoi s'attendre ou de ce qu'il avait le droit d'attendre. Ben apparut le premier, ses pas inhabituellement hésitants. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jacques, cherchant quelque chose. Une confirmation, peut-être. Ou un déni. Léa suivit, son expression posée dans une neutralité tentée, mais ne parvenant pas à cacher sa vulnérabilité en dessous. Jacques resta immobile. Il voulait désespérément dire quelque chose, faire quelque chose, mais craignait de bouleverser l'équilibre fragile de ce moment. Comment pouvait-il compenser des années d'absence? Comment pouvait-il mériter un titre qu'il n'avait jamais rempli? Pendant un long moment, personne ne parla. Le silence entre eux contenait tous les mots non dits, toutes les questions sans réponse, toutes les occasions manquées. Ben rompit finalement l'impasse avec la simplicité directe d'un enfant. Il s'approcha et demanda « C'est vrai? Tu es vraiment notre papa ?» Jacques déglutit, la boule dans sa gorge. « Oui, répondit-il doucement. Je viens de l'apprendre. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi n'es-tu pas venu avant? Demanda Léa, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour le cacher. Je ne savais pas, dit Jacques honnêtement. Si j'avais su. Les mots lui manquèrent. Comment expliquer que l'homme qu'il était autrefois n'aurait probablement pas été un bon père? Que la révélation serait peut-être tombée dans l'oreille d'un sourd, incapable de comprendre ce qui lui était offert? Mais tu sais maintenant, affirma Ben, non pas une question, mais un fait. Jacques hocha la tête, sentant le poids et la responsabilité de cette connaissance. « Est-ce que tu vas continuer à venir ?» demanda Léa, ses yeux si semblables aux siens, comment ne l'avait-il pas remarqué avant? Fixé sur lui. C'était la question cruciale, n'est-ce pas? Pas seulement s'il reviendrait, mais s'il resterait. Constant. Présent. Réel dans leur vie. Si vous le voulez, répondit-il sincèrement. J'aimerais beaucoup ça. Ben esquissa un petit sourire, timide, plein d'espoir. Léa garda son expression prudente, mais Jacques pouvait voir le désir derrière ses yeux gardés. Il n'y aurait pas d'étreinte dramatique aujourd'hui, pas de grande déclaration d'amour.
Cela devrait être construit, jour après jour, moment après moment. La confiance devait être gagnée, pas supposée. L'amour devait grandir sur un terrain encore incertain. Mais c'était un commencement. Un moment de vérité après des années d'absence et d'ignorance. Une porte qui, une fois ouverte, ne pouvait plus être refermée. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, étirant de longues ombres sur la simple cour, Jacques ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Le sentiment que, malgré tout, malgré les erreurs et les opportunités perdues, il pourrait y avoir une chance de recommencer. De redécouvrir, à travers ses deux enfants extraordinaires, l'homme qu'il aurait pu être. L'homme qu'il pourrait encore devenir. Mercredi matin se leva avec un ciel clair et une brise douce qui agitait les simples rideaux de la maison des Williams. Jacques avait appelé la veille, demandant à Madame Gress la permission d'emmener les enfants en sortie. Rien d'extravagant ni de lointain. Juste une promenade en ville, une glace, quelques heures de sa compagnie. Elle avait accepté d'un signe de tête silencieux, ses yeux reflétant à la fois la prudence et l'espoir. À 10 heures précises, Jacques gara sa voiture à la lisière de la ville et fit le reste du chemin à pied. Ces derniers jours, depuis la révélation, il avait appris que les étalages de richesse n'impressionnaient personne ici, et surtout pas ses enfants. Il portait maintenant des vêtements simples, un jean, une chemise en coton, des baskets confortables. Des vêtements dans lesquels il pouvait courir, s'asseoir par terre ou construire des châteaux de sable sans souci. Sur le siège passager de sa voiture, il avait laissé son téléphone portable, éteint. Une petite révolution pour un homme qui dormait autrefois avec l'appareil sur sa table de nuit. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de mais, pas d'appels urgents, pas de monde extérieur exigeant son attention constante. Aujourd'hui, il n'y avait que Ben et Léa, et l'immense responsabilité de commencer à être un père après des années d'absence. En s'approchant de la maison, il vit Ben dans la cour avant, dessinant des cercles dans la terre avec un bâton. Le garçon leva les yeux, en voyant Jacques, arbora un large sourire qui illumina son visage. « Jacques !» s'exclama-t-il en courant vers lui. À mi-chemin, il s'arrêta, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. « Je veux dire, papa ?» Le mot sortit hésitant, plus une question qu'une affirmation. Jacques sentit quelque chose trembler en lui. Ce simple mot, papa, portait un poids pour lequel il se sentait encore mal préparé. « Jacques, c'est bien, répondit-il doucement. Pour l'instant ? Ben hocha la tête, semblant soulagé. Trop de changements trop rapidement pour eux tous. Certaines choses avaient besoin de temps. Est-ce que Léa est prête ? Demanda Jacques, essayant de garder sa voix désinvolte, bien que son cœur battît la chamade. Ben courut à l'intérieur, appelant sa sœur. Quelques minutes plus tard, les deux enfants sortirent, suivis de Gress. Léa conservait sa réserve habituelle, mais ses yeux observaient Jacques avec une nouvelle intensité. Pas seulement de la curiosité, mais une évaluation. Décidant s'il méritait le titre qu'il portait maintenant. « Ne rentrez pas trop tard », ordonna Gress, tendant à chaque enfant un petit chapeau pour les protéger du soleil. « Et ne vous éloignez pas trop de la ville. Je prendrai bien soin d'eux », promit Jacques, ces mots portant une signification bien au-delà de cette simple sortie. Gress hocha la tête, rencontrant brièvement son regard. Il y avait une compréhension silencieuse, une opportunité offerte, une responsabilité acceptée. Un avenir à tenter. Les trois partirent, marchant sur le chemin de terre qui menait au centre de la ville. Jacques portait un petit sac à dos avec de l'eau, des collations. Caché au fond, un nouveau ballon coloré pour remplacer celui usé que Ben chérissait tant. « Où allons-nous » demanda Léa, sa voix contrôlée mais pas hostile. « Je pensais que nous irions au terrain de jeu près de la place, » répondit Jacques. « Peut-être prendre une glace d'abord. Qu'en pensez-vous » Ben faillit sauter de joie. « Une glace. Est-ce que je peux prendre mon chocolat ? Tu peux prendre le parfum que tu veux, » dit Jacques, souriant à l'enthousiasme de son fils. « Fils. » Le mot sonnait encore étrange dans son esprit, comme un nouveau vêtement qui ne s'était pas encore moulé à sa forme. Mais chaque jour, il devenait plus naturel, plus réel. « Et toi, Léa ? Quel est ton préféré ?» demanda-t-il, essayant d'inclure la jumelle plus silencieuse. Léa haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Fraise, répondit-elle finalement. « Ou vanille. L'un ou l'autre. »« Fraise, alors, sourit Jacques. C'est aussi mon préféré. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Léa. Une reconnaissance, peut-être. Une autre petite connexion, un autre fil invisible tissé entre eux.
Le petit glacier de la ville était simple, n'offrant que 10 parfums et quelques tables en plastique à l'extérieur. Le propriétaire, un homme aux cheveux gris avec un sourire facile, salua les enfants par leur nom. « Et qui est-ce » demanda-t-il, regardant Jacques avec une curiosité amicale. Ben ouvrit la bouche, mais Léa parla la première. « C'est Jacques, dit-elle simplement. Notre ami. » Jacques sentit un pincement de déception, mais comprit. Il était trop tôt pour les déclarations publiques, pour les étiquettes définitives. Ami était un début. Plus qu'il ne méritait, compte tenu du passé. Avec des cornets de glace à la main, ils se dirigèrent vers le petit parc. Quelques balançoires, un toboggan usé et un espace herbeux ouvert. Pour des enfants élevés dans la simplicité, c'était plus que suffisant. Là, alors qu'ils savouraient leur glace, Jacques révéla sa surprise. « Je vous ai apporté quelque chose, » dit-il en ouvrant le sac à dos et en sortant le nouveau ballon, brillant de couleurs vives. Les yeux de Ben s'écarquillèrent. « C'est pour nous ? » « Oui, bien sûr, » répondit Jacques en le tendant au garçon. Je pensais que l'autre commençait à être bien usé. Ben prit le ballon avec révérence, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable plutôt que d'un simple jouet que Jacques avait acheté sans arrière-pensée. Mais Jacques apprenait que, dans ce monde, les petits gestes avaient une signification énorme. « Jouons !» suggéra Ben, courant déjà vers l'espace ouvert. Les heures suivantes s'envolèrent dans un tourbillon de rires, de courses et de jeux improvisés. Jacques était étonné de voir avec quelle naturalité la joie venait lorsqu'il était avec les enfants. Il n'y avait pas de pression constante pour réussir, pas besoin d'impressionner, pas de masque de perfection qu'il se sentait obligé de porter dans le monde de l'entreprise. Ici, il suffisait d'être Jacques. De rater une passe, de rire de ses propres tentatives ratées sur le toboggan, d'écouter des histoires folles sur des dragons imaginaires et des trésors cachés. Alors que le soleil commençait à décliner vers l'horizon, les trois s'installèrent à l'ombre d'un vieil arbre pour se reposer. Ben et Léa, rouges d'avoir joué, buvaient de l'eau avec avidité. Jacques les regardait avec une affection profonde qui grandissait chaque jour, chaque heure. C'était le moment. Le moment qu'il avait planifié, craint, et finalement accepté comme nécessaire. « Les enfants, » commença-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Je voulais vous dire quelque chose d'important. » Ben et Léa se tournèrent vers lui, alertes. Leur regard contenait une sagesse au-delà de leur âge, née d'avoir affronté la perte trop tôt. Jacques prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais prévu d'être père. Je ne me suis jamais vu de cette façon. Mais, vous m'avez changé. » Les enfants écoutaient en silence, absorbant chacun de ces mots. « Je ne promets pas que je ferai toujours tout bien, » continua-t-il, la voix se raffermissant. « Mais je promets que j'essaierai d'être le meilleur papa possible. J'espère qu'un jour, vous m'accepterez comme votre père. » Les mots restèrent en suspens, chargés d'espoir, de peur et de possibilités. Ben réagit le premier. Un sourire lent et radieux se répandit sur son visage, comme un lever de soleil. Il y avait une acceptation simple là, la capacité de l'enfant à pardonner et à avancer sans porter le fardeau du passé. Léa resta sérieuse, ses yeux, si semblables à ceux de Jacques, l'étudiant intensément. Puis, dans un geste qui les surprit tous, y compris elle-même, elle se pencha lentement et posa sa tête contre son épaule. Elle ne prononça aucun mot. Elle n'en avait pas besoin. Ce petit signe de confiance, venant d'une fille qui avait toutes les raisons de douter de lui, en disait plus que n'importe quel discours élaboré. Jacques resta immobile, craignant de briser le moment fragile. Son bras s'enroula doucement autour des épaules de sa fille, un contact doux, presque respectueux. Ben se rapprocha de l'autre côté, complétant le cercle. Personne ne parla pendant que le soleil peignait le ciel de teintes orangées. Pour Jacques, ce silence partagé, cette acceptation prudente, signifiait plus que tous les applaudissements qu'il avait jamais reçus, toutes les affaires qu'il avait jamais conclues, tous les triomphes qu'il avait jamais célébrés. C'était une promesse mutuelle. Un commencement. Et pour la première fois depuis des années, Jacques Whitmore se permit de croire que le meilleur de la vie pourrait encore être à venir. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores du bureau de Jacques, au dernier étage de Whitmore Enterprises, alors qu'il réunissait son équipe de direction pour une réunion extraordinaire. Devant lui se trouvaient des dossiers soigneusement organisés contenant des documents qu'il avait demandés aux services juridiques et financiers ces dernières semaines. Baux, révision de titres de poste, redistribution des responsabilités. « Mesdames et messieurs, commença Jacques, sa voix calme mais résolue. Au cours des prochains mois,
nous allons mettre en œuvre des changements significatifs dans la structure opérationnelle de l'entreprise. Je vais réduire ma présence physique dans ce bureau à 3 jours par semaine, déléguer plus d'autorité à chacun d'entre vous et mettre en place un système de travail à distance pour moi-même. Le silence qui suivit fut lourd de questions inexprimées. En plus d'une décennie en tant que PDG, Jack Whitmore n'avait jamais pris plus d'une semaine de vacances. Il était connu pour sa présence constante, presque obsessionnelle, dans les couloirs de son entreprise. Il y a eu des changements importants dans ma vie personnelle, continua-t-il sans s'étendre. Des changements qui nécessitent ma présence et mon attention ailleurs. J'ai confiance que cette équipe est plus que prête à assumer de plus grandes responsabilités en mon absence partielle. Les questions affluèrent alors. Préoccupations concernant la transition, l'impact sur les investisseurs, rumeurs de possibles problèmes de santé qui pourraient surgir. Jack y répondit à tout avec son efficacité habituelle, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son attitude, une détermination intérieure qui allait au-delà de l'ambition professionnelle, une clarté de but venant d'un endroit plus profond. Lorsque la réunion se termina, son assistante, Margaret, qui travaillait avec lui depuis plus de 15 ans, fut la seule assez courageuse pour poser la vraie question. « C'est à cause des enfants, n'est-ce pas ? Ceux de la photo. » Jack hocha la tête, reconnaissant pour sa discrétion et l'absence de jugement dans sa voix. « Mes enfants, répondit-il simplement. Ben et Léa. J'ai besoin d'être là pour eux. » L'après-midi suivant, Jack se gara devant la maison des Williams. Le ciel d'automne affichait des tons orangés qui semblaient se déverser sur les arbres entourant la petite ville. En quelques jours depuis sa promesse au parc, quelque chose s'était solidifié en lui, une résolution intérieure qui allait au-delà des mots ou des intentions. Aujourd'hui, il apportait plus que des promesses, il apportait des plans. Grace l'accueillit sur le porche, où les enfants jouaient avec les figurines en plastique qu'il avait apportées lors de sa deuxième visite. Ben et Léa levèrent les yeux vers lui, leur visage s'illuminant de manière aussi unique qu'eux, Ben avec une excitation ouverte, Léa avec un plaisir plus doux mais tout aussi réel. « Et, Jack !» s'exclama Ben en courant vers lui avec l'une des figurines en plastique à la main. « Regarde, j'ai fait une nouvelle tenue pour le capitaine des étoiles. » Jack admira le morceau de tissu coloré que le garçon avait noué autour de la figurine bleue, complimentant sincèrement sa créativité. Léa s'approcha plus lentement, tendant un dessin dans sa main sans parler. « C'est magnifique, Léa, » dit Jack, observant ce qui ressemblait à une maison entourée d'arbres et de fleurs, avec 3 petites silhouettes devant. « Tu dessines vraiment bien. » Un bref sourire vacilla sur le visage de la fillette avant qu'elle ne retourne à son air habituel de prudence étudiée. « Madame Williams », Jack se tourna vers Grace. « J'aimerais vous parler en privé, si possible. » Grace hocha la tête, indiquant les fauteuils à bascule sur le porche. Les enfants continuaient à jouer. « Je vais parler à Jack un instant. » Une fois assis, à une distance respectable des oreilles des enfants, Jack alla droit au but. « Je veux être plus impliqué dans leur vie. Pas seulement des visites occasionnelles ou des sorties le week-end. Je veux une responsabilité réelle, concrète. » Grace étudia son visage pendant un long moment, comme si elle cherchait le moindre signe d'hésitation ou de doute. Elle n'en trouva aucun. « Comment comptez-vous faire ça ? Vivant à 40 minutes d'ici, avec un travail qui consume votre vie ? » « J'ai trouvé une maison à louer, » répondit Jack, une décision prise seulement 2 jours plus tôt, après d'innombrables nuits blanches. « À 3 pâtés de maison d'ici. Elle n'est pas aussi grande que mon appartement, mais elle est assez spacieuse pour nous 3. Elle a une cour décente, 3 chambres, et elle est à 10 minutes de l'école primaire locale. » Grace haussa les sourcils, clairement surprise par la rapidité et la concrétisation avec lesquelles Jack avançait. « Vous parlez de déménager ici ? Complètement ? » Jack hocha la tête. « Pour le moment, je vais diviser mon emploi du temps. 3 jours en ville pour les réunions que je ne peux pas reporter, et le reste de la semaine ici. Éventuellement, je réorganiserai l'entreprise pour pouvoir travailler principalement de chez moi. Et les enfants ? Parlez-vous de les emmener d'ici ? » Il y avait une nouvelle tension dans la voix de Grace, compréhensible pour quelqu'un qui avait été la seule stabilité dans la vie de ses petits-enfants depuis le décès de leur mère. « Pas sans votre approbation », s'empressa de préciser Jack. « Et pas de façon permanente. Je pensais à un arrangement progressif. Pour les premiers mois, il vivrait encore avec vous, mais passerait du temps dans la nouvelle maison avec moi. Peut-être en commençant par quelques après-midi par semaine, puis des nuits occasionnelles, des week-ends. Quel que soit le rythme qui convient à tout le monde. » Grace se balançait lentement, ses yeux maintenant fixés sur le petit potager dans la cour avant.
Et qu'arrivera-t-il quand vous serez fatigué de cet arrangement? Demanda-t-elle finalement. Quand vous réaliserez que les enfants ne sont pas des projets que vous pouvez abandonner quand ils deviennent gênants? Quand le travail appellera, quand les urgences surviendront, quand la nouveauté s'estompera? La question coupa Jacques comme un couteau, mais il en reconnut la légitimité. Quelle garantie pouvait-il offrir à une femme qui avait vu sa fille élever seule 2 enfants après son départ? Madame Williams? Grace, se corrigea-t-il, choisissant ses mots avec soin. Je ne peux pas défaire le passé. Je ne peux pas revenir en arrière et être l'homme dont Sarah avait besoin que je sois. Mais je peux être le père dont Léa et Ben ont besoin en ce moment. Je vous promets, avec toute ma sincérité, que je ne les abandonnerai plus. Il marqua une pause, puis continua. Je sais que mes paroles peuvent sembler vides, compte tenu de l'histoire. C'est pourquoi je veux agir, pas seulement parler. La maison est déjà louée. J'ai commencé à réorganiser l'entreprise. J'ai vérifié les écoles locales. Un autre moment d'hésitation. Ensuite, je veux leur donner ce qu'ils méritent. Éducation, stabilité, opportunité. Et surtout, ma présence. Grace continuait de se balancer, le craquement rythmique du fauteuil remplissant le silence entre eux. Sarah disait autrefois que vous pouviez être très convaincant quand vous vouliez quelque chose, dit-elle enfin, offrant un petit sourire humble. Cette fois, je n'essaie pas de convaincre, répondit Jacques. Je dis juste la vérité. J'ai besoin de bien faire les choses. Pour eux. Pour Sarah. Pour moi-même. Un autre long silence suivit. Grace regardait les enfants jouer dans la cour, leur visage sérieux alors qu'ils discutaient d'un élément crucial de leur histoire imaginaire. Vous leur manquez quand vous n'êtes pas là, dit-elle doucement. Ben parle de vous constamment. Même Léa, si réservée, jette un coup d'œil par la fenêtre vers l'heure à laquelle vous arrivez habituellement. Jacques sentit la culpabilité se mêler à un étrange bonheur. Cela faisait du bien d'être désiré, d'être nécessaire. Ce n'est pas seulement ma décision, continua Grace. Nous allons leur demander. Leur expliquer ce que vous proposez. Entendre ce qu'ils ont à dire. Jacques hocha la tête, reconnaissant pour la sagesse d'une femme qui, bien qu'ayant toutes les raisons de lui en vouloir, ne se souciait que du bien-être de ses petits-enfants. Dans les semaines qui suivirent, Jacques plongea dans une toute nouvelle routine. La maison louée, une bâtisse à 2 étages avec de larges fenêtres et une cour de bonne taille, fut rapidement meublée avec l'essentiel. Rien d'ostentatoire, rien qui ne ressemble au luxe froid de son appartement en ville. Chaque pièce fut choisie pour le confort et la fonctionnalité, des canapés moelleux où les enfants pourraient s'étaler avec des livres, une grande table en bois où ils pourraient faire leurs devoirs, des lits confortables avec des couettes colorées dans les chambres des enfants. Jacques laissa les murs partiellement vides pour qu'ils puissent les décorer à leur guise. La chambre de Ben n'avait qu'une carte du monde aux couleurs vives et une étagère avec quelques livres d'aventure. Celle de Léa avait une petite étagère pour les livres et un mobile d'étoiles suspendu au plafond. La transition fut progressive, comme convenu. Les premières semaines, les enfants venaient déjeuner, retournant chez Grace avant la nuit. Puis ils commencèrent à passer des après-midi entiers, faisant leurs devoirs à la nouvelle table à manger, jouant dans la cour, aidant ou entravant joyeusement Jacques dans la cuisine. Pour quelqu'un dont le régime alimentaire avait consisté principalement en plats à emporter de restaurants haut de gamme ou en repas préparés par sa femme de ménage, cuisiner devint un défi fascinant. Jacques regardait des vidéos en ligne de recettes simples, faisant des erreurs hilarantes qui faisaient rire les jumeaux jusqu'à en avoir le souffle coupé. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait des pancakes, Jacques !» s'exclama Ben un samedi matin, regardant avec horreur Jacques essayer de retourner une masse informe et à moitié crue dans la poêle. Jacques feignit l'offense. « Que veux-tu dire ? C'est un pancake parfaitement exécuté. Ça ressemble plus à un monstre des marais, observa sèchement Léa, provoquant une autre vague de rire. Ces moments, simples, domestiques, souvent maladroits, devinrent les préférés de Jacques. À l'entreprise, il était connu pour son perfectionnisme quasi obsessionnel, pour sa tolérance zéro envers les erreurs. Ici, dans la cuisine improvisée de la nouvelle maison, il découvrit la joie d'échouer, de rire de lui-même et d'apprendre d'enfants qui n'avaient aucune crainte de pointer ses erreurs. Au 2e mois, Jacques inscrivit les enfants à l'école primaire locale. L'école plus ancienne et plus distante, avec moins de ressources, fut remplacée par une plus petite mais mieux équipée, où les enfants recevaient une attention individualisée. Il s'imposa une routine stricte, se réveiller tôt, préparer le petit déjeuner, conduire les enfants à l'école, travailler à distance pendant les heures de classe, et être à la grille juste à leur sortie. Cette première semaine, les autres parents le dévisagèrent avec curiosité.
Ce nouvel homme, qui n'était manifestement pas du coin, clairement déplacé dans ses jeans et pulls chers qui tentaient d'avoir l'air décontracté mais criait cadre en pause. Avec le temps, cependant, il devint juste un autre visage familier, un autre adulte portant des sacs à dos colorés et écoutant des histoires excitées sur la journée d'école. À la maison, il convertit une chambre d'amis en bureau, d'où il gérait son entreprise par appel vidéo et email. Ses associés remarquèrent le changement, non seulement de lieu, mais aussi chez Jacques lui-même. Il y avait une nouvelle qualité dans ses décisions, moins froide, plus attentive à l'impact humain. Progressivement, les enfants commencèrent à passer des nuits dans la nouvelle maison. Initialement, juste une fois par semaine, toujours le vendredi, pour qu'il n'ait pas à se réveiller tôt pour l'école le lendemain. Jacques transforma ces nuits en petites célébrations, non pas avec des cadeaux extravagants, mais avec des rituels simples, pop-corn et films, construction de forts en oreiller, narration d'histoires à la lampe de poche sous les couvertures. Léa restait plus réservée que Ben, mais Jacques avait appris à lire les signes subtils de son acceptation lentement grandissante. La façon dont elle laissait ses livres préférés chez lui, comment elle avait commencé à appeler sa chambre « ma chambre » au lieu de « la chambre où je dors parfois », et comment elle s'asseyait occasionnellement à côté de lui sur le canapé pendant les films, assez proches, mais pas trop. Grace venait dîner une fois par semaine, observant l'interaction entre Jacques et les enfants avec des yeux attentifs. Sa visite servait à la fois de supervision et de soutien, s'assurant que tout allait bien, offrant des conseils discrets tout en laissant à Jacques l'espace de construire sa propre relation avec ses enfants. « Ça va bien », commenta-t-elle un soir, alors que Jacques faisait la vaisselle et que les enfants dessinaient à la table à manger. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. » Jacques sourit, reconnaissant la difficulté de ce compliment de la part d'une femme qui avait toutes les raisons de douter de lui. « J'essaie, répondit-il simplement. Grace hocha la tête. C'est ce qui compte, à la fin. Continuez à essayer, même quand c'est dur. Un après-midi, après 4 mois de cette nouvelle vie, Jacques attendait comme d'habitude à la grille de l'école. Il regardait les enfants sortir en groupes excités, cherchant les visages familiers de ses 2 enfants. Il aperçut Ben le premier, courant en avant comme il le faisait toujours, son sac à dos rebondissant maladroitement sur ses petites épaules. « Papa, attends !» cria le garçon en agitant la main sauvagement. Jacques se figea, juste une seconde. Ce mot, « papa », le frappa comme un éclair. C'était un titre qu'il sentait encore ne pas avoir pleinement mérité, mais vers lequel il s'efforçait chaque jour. Léa suivait derrière, marchant à son rythme plus mesuré. Lorsqu'elle l'atteignit, elle ne dit rien, mais lui tendit la main. Un geste simple, presque désinvolte, mais chargé d'une signification qui serra la gorge de Jacques d'émotion. Il essaya de garder son sang-froid, mais ce fut futile. Des larmes vinrent, silencieuses, mais impossibles à retenir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais une sorte de joie qu'il n'avait jamais connue, profonde, sincère, libre des complications qui avaient toujours accompagné ses succès. « Pourquoi pleures-tu, papa ?» demanda Ben, confus. Jacques sourit à travers les larmes, incapable d'expliquer pleinement. « Parfois, les gens pleurent quand ils sont vraiment heureux, réussit-il à dire. Léa, toujours perspicace, serra un peu plus fort sa main. « C'est parce que Ben t'a appelé papa en public, affirma-t-elle simplement. N'est-ce pas ?» Jacques la regarda, surpris par sa perspicacité. « En partie, admire. Et parce que tu me tiens la main. » Léa y réfléchit un instant, puis haussa les épaules avec une indifférence feinte. « Ce n'est pas grave, dit-elle. » Mais elle ne lâcha pas sa main. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Jacques s'attarda dans le modeste salon de la nouvelle maison, contemplant les photographies sur l'étagère. D'un côté, la vieille photo de lui et Sarah, jeune et souriant, d'une époque qui semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. De l'autre, une photo récente, lui et les jumeaux au parc de la ville, tous les 3 souriant à l'appareil. Passé et présent côte à côte. La femme qu'il avait aimée et perdue. Les enfants qu'il n'avait presque jamais connus. La seconde chance qu'il n'imaginait jamais obtenir. L'homme qui avait bâti un empire financier par la distance émotionnelle et le calcul froid trouvait maintenant un sens dans des tâches simples, aider aux devoirs, raconter des histoires avant de dormir, préparer des collations pour le lendemain, écouter des théories élaborées sur les dinosaures ou des explications détaillées des derniers dessins de Léa. Jacques Whitmore, l'homme de glace, avait changé. Et à cet instant, assis dans le modeste salon d'une maison dans une petite ville qu'il n'avait pas connue jusqu'à quelques mois auparavant, il réalisa une vérité que beaucoup ne saisissent jamais de toute leur vie, il ne serait plus jamais seul. Non pas parce que l'amour garantit quoi que ce soit, ce n'est pas le cas.
Non pas parce que la vie promet des fins heureuses, ce n'est pas le cas. Mais parce qu'il avait choisi d'être présent. Pleinement, entièrement présent. Avec toutes les imperfections et les incertitudes que cela impliquait. Le lendemain matin, lorsque Léa entra dans la cuisine, encore ensommeillée, elle vit Jacques faire des pancakes, enfin reconnaissable comme tel, et dit sans cérémonie, « Je pense que je vais commencer à t'appeler papa aussi, si ça ne te dérange pas. » Jacques faillit laisser tomber la spatule. « Ça ne me dérangerait pas du tout, » répondit-il, essayant de garder sa voix stable. Léa hocha la tête, comme si elle finalisait un accord important. « D'accord, » dit-elle simplement. Parce que ce serait bizarre que Ben soit le seul. Et sur ce, elle s'assit et commença à manger ses pancakes, comme si elle n'avait pas juste bouleversé le monde de Jacques. Peut-être que c'était ainsi que les choses vraiment importantes se produisaient, pensa Jacques. Non pas avec de grands gestes ou des moments dramatiques, mais par de petits actes quotidiens et des décisions simples, prises entre deux bouchées de pancakes. Et dans cette présence, il trouva enfin ce que le succès ne lui avait jamais donné, un endroit à appeler chez soi. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.